Alors le but de cette rencontre, c'est savoir quels outils, quelles structures, quelles personnes ici sont aptes effectivement à nous sortir de ce grand néant, ce grand charnier du néant qui risque d'être le nôtre d'ici quelques années si nous, auteurs, autrices, on ne se prend pas aussi en main et qu'on puisse donner à voir, à lire, à entendre effectivement ce qu'a été l'histoire des arts de la rue et les œuvres des arts de la rue depuis ces 40 dernières années. Voilà. Alors pourquoi tout cela? Pourquoi donner à voir? Pourquoi donner à entendre, etc. Alors c'est vrai qu'on est malgré tout une profession qui s'est structurée. Je crois que si on est dans l'espace public et qu'on joue dans l'espace public, c'est pas seulement un mouvement artistique. Je pense que c'est aussi un mouvement politique. Ce sont des choix d'aller dans l'espace public et l'espace du public. On sait bien que la plupart des structures qui se sont créées sont issues malgré tout de gens qui étaient dans l'éducation populaire. Donc plus qu'un mouvement artistique, c'est aussi un mouvement culturel, c'est un mouvement politique. C'est-à-dire à un moment donné, faire fi de tout cela, ce serait obliger les générations futures à tout recommencer, à tout réinventer sans avoir aucune trace, aucune racine. Voilà. Ce qui serait quand même dommage vu que nous, on essaye d'être reconnus, de se faire reconnaître non seulement des institutions, des politiques et de toutes les structures qui existent déjà pour défendre et mettre en valeur notre travail, nos œuvres. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est se dire effectivement comment on peut laisser des traces qui ne soient pas seulement des traces, mais qui soient des œuvres, et que ces œuvres soient remontables, réutilisables, et puissent être des bases de travail pour des prochains créateurs, des prochaines créatrices, des prochains auteurs, des prochaines autrices. Voilà. Sachant que, par exemple, il y a une école en France, la FEAR, c'est la seule école qui forme des auteurs de la rue, et qu'en fait, ils ont un matériau qui est vraiment minime, ne serait-ce que pour savoir d'où ils viennent. Donc ils travaillent sur où ils vont, mais ils ne savent pas réellement d'où ils viennent. Et d'où ils viennent, ce sont tous les gens qui sont acteurs de ce secteur depuis des dizaines d'années et qui s'en vont petit à petit sans laisser grand-chose. Donc il y a des outils qui existent, il y a des personnes qui sont là, il y a des institutions qui sont là sur le plateau, et c'est grâce à elles et à travers elles et à ce qu'elles proposent de mettre en place ou qui est déjà en place qu'on pourra faire signe de notre existence, de notre travail pour la postérité. Voilà. Donc j'ai présenté tout le monde, Corinne Lebel de la bibliothèque de la SACD, Gonala David d'Arsena, Cécile Geoffroy-Oriente, Élise Fauchereau de la BNF. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais leur laisser la parole pour dire un petit peu de quels outils elles disposent, qu'est-ce qui est déjà en place et comment ça fonctionne. Et dans un deuxième temps, puisqu'ici on a tous des préoccupations différentes aussi en fonction des disciplines qu'on peut avoir au sein des arts de la rue. C'est vrai que quand on est danseur, on ne laisse pas les mêmes traces que quand on est musicien et pas les mêmes traces quand on est auteur de théâtre, mais tout cela est conservable, récupérable, et c'est ce qu'on va voir avec elle. Donc Corinne, je vais te laisser la parole pour nous dire un petit peu déjà ce qu'on a ici, le travail qui est fait intramuros. Je veux parler de la SACD. D'accord, merci, bonjour. Donc la bibliothèque, je vais faire un très très rapide historique de la bibliothèque. Elle existe depuis 1862 et a été très vite achalandée par une collection d'un comédien bibliophile qui s'appelait Francis Quejeune, qui était comédien sur les théâtres des boulevards. Et il donne sa collection de pièces de théâtre à la bibliothèque, à la SACD plus exactement. Et c'est à partir de ce fonds que va se constituer et accroître les collections, essentiellement papier. Et c'est aussi grâce à lui qu'on a des documents du XVIIe siècle, bien que la SACD commence son existence au XVIIIe. Grâce à ce collectionneur, on a des documents du XVIIe siècle. Et puisqu'on est dans les arts de la rue, on a des documents qui sont proches, puisqu'on est proche du forain, pas complètement de l'itinérant, mais on peut avoir des arguments de pantomime, édités ou pas édités d'ailleurs, avec une distribution en regard
et donc le nombre de personnages, et puis la distribution au moment de la représentation. Depuis, évidemment, les collections se sont accrues. On parle, là, c'est de plus de 200 000 documents qui recensent à la fois des textes de théâtre édités ou pas, des opéras, donc des livrets, des partitions, mais aussi des programmes, des dossiers de presse, des affiches, de la correspondance et des partitions, j'en ai parlé. Et donc on a essayé d'agrandir en suivant l'accroissement, l'intérêt de la SACD pour les autres répertoires. Donc quand le cinéma a fait son entrée, non pas pour les perceptions directement en salle, puisque ça s'est jamais fait, mais que les auteurs de cinéma ont pu rentrer à la SACD, on peut avoir des scénarios grâce à eux, soit donnés directement via les fonds d'auteurs. Et puis après la radio, la télévision et les répertoires comme les arts de la rue et du cirque, quand il y a eu des perceptions bien claires et bien nettes sur ce type de répertoire. Pour ce qui concerne les répertoires des arts de la rue, évidemment, là on a eu un très bel exemple d'un texte, d'une représentation à l'extérieur, mais soutenue par un texte. Et donc c'est tout à fait ce type de document qui peut être conservé à la bibliothèque, qu'il soit édité ou sous forme manuscrit. Le plus important est que l'auteur soit membre de la société et que la pièce ait été déclarée à la SACD. Donc ensuite, pour conserver une trace, il y a non seulement le texte, mais il peut y avoir aussi le dossier de presse. Ça peut être aussi le dossier de vente, la présentation qui est donnée pour la vente du spectacle. Donc toute cette documentation qui présente le spectacle peut être donnée à la bibliothèque pour conservation. Conservation patrimoniale, mais aussi conservation pour reprise. On a là, le spectacle qu'on vient de voir, bon, évidemment avec l'accord de l'auteur, pourrait être repris en salle de spectacle, en salle. Même si, effectivement, pour ce cas particulier, il y a quand même l'importance du monument aux morts et il y a tout un symbole qui est difficile à reproduire, qui perd un peu quand même de sa percussion si on est en salle. Donc qui vient à la bibliothèque? Toute personne intéressée par les collections. C'est pas nécessaire d'être membre de la SACD. On est à la fois des comédiens amateurs comme des comédiens professionnels de toute la France, voire de l'étranger. Et on peut répondre, évidemment, la consultation se fait sur place, mais si vous avez besoin de textes pour l'étranger, suivant certains critères, on peut faire des photocopies. Si le texte est en commerce, et dans le commerce, évidemment, on invite à acheter le texte dans le commerce. Mais dans le cas où le texte est manuscrit, on peut faire des photocopies avec l'accord de l'auteur. Voilà. Et alors, la dernière type de collection très importante, ce sont les fameux fonds d'auteur, c'est-à-dire un auteur, soit lui-même de son vivant, soit ses ayants droit, peut demander à ce que ses archives soient conservées à la bibliothèque. Donc c'est pour ça qu'on a des archives de tous les répertoires. Et donc l'intérêt évidemment dans ces cas-là, c'est qu'on a sur une longue période, souvent, l'actualité et puis l'activité de l'auteur, avec non seulement l'ouvrage fini, mais on peut avoir des brouillons, la correspondance. Et ces écrits, alors il y a certains auteurs qui ne font pas simplement, c'est pas une nouveauté que je vous apprends là, qui peuvent avoir exercé leur talent dans différents répertoires,
Et donc du coup, on va avoir la radio, le cinéma, certaines œuvres, l'auteur peut initier son travail en théâtre et en faire une adaptation radiophonique ou télévisée. Et donc c'est pour ça que de temps en temps, quand on a ces fonds d'auteur, on va avoir un éventail important de tout le travail. L'autre partie des collections, c'est les archives de la société elle-même. La société existe depuis le XVIIIe siècle et on a bon nombre de ces archives depuis cette époque. Évidemment, de par son activité, c'est essentiellement des archives comptables et des archives juridiques, mais les archives données par les auteurs étant littéraires, ces deux sources d'informations sont complémentaires et évidemment sont très très intéressantes pour les chercheurs, puisque du coup dans un même lieu, ils vont pouvoir avoir accès aux données économiques, à un environnement d'une histoire du spectacle et à l'archive de l'auteur particulier. Voilà. Effectivement, pour l'actualité de la bibliothèque, elle est en déménagement, donc on est fermé depuis le mois de janvier et certainement jusqu'au fin 2017, puisque on va préparer, il y aura des gros travaux pendant 3 à 6 mois. Voilà. Mais on continue à répondre par mail quand il y a des demandes de texte. Mais on ne peut plus recevoir de public pour l'instant. Voilà. Oui, c'est vrai que quand on est auteur adhérent à la SACD, quand on déclare un spectacle, en fait, on déclare le spectacle, on remplit la fiche de déclaration, mais on ne laisse aucune trace. Du coup, les seules archives qu'on a, ce sont les spectacles déclarés, le nom des auteurs, éventuellement leur lieu de représentation, etc. Mais c'est la seule trace qui reste des spectacles, c'est l'auteur, le titre, voilà. Et après, ça disparaît puisque c'est pas le dépôt. Par contre, il y a le dépôt qui se fait, qui est pas la déclaration, c'est-à-dire quand on veut protéger une œuvre et qu'on dépose une œuvre et on paye pour que l'œuvre soit protégée. Mais du coup, que deviennent ces dépôts ? Oui, merci. En fait, quand vous faites le dépôt des manuscrits, c'est-à-dire vous mettez le texte ou une cassette ou un fichier, puisque maintenant les dépôts sont dématérialisés, ça va juridiquement être un début de preuve par écrit si jamais il y a un litige qui est porté devant les tribunaux. Donc c'est vraiment un service juridique. Une fois que l'œuvre est déclarée, il n'est pas nécessaire de renouveler le dépôt, mais le texte que vous avez déposé, soit consciemment et vous le reprenez, soit il est détruit. Quand il est représenté, vous pouvez le donner à ce moment-là à la bibliothèque, mais il n'y a pas de passerelle automatique entre un dépôt et la bibliothèque. Le dépôt des manuscrits et la bibliothèque sont vraiment deux services séparés. Et si l'auteur ne fait pas la démarche de donner son texte une fois que l'œuvre est déclarée, on n'en a pas connaissance et surtout le texte n'est pas conservé. Voilà. Voilà, d'où l'importance entre la différence entre le dépôt et la déclaration, voilà, que vous connaissez toutes et tous, auteurs, autrices, adhérents de la SACD, et qui fait qu'on peut jouer un spectacle, l'avoir déclaré, l'avoir tourné, l'avoir joué 400 fois, et puis le spectacle disparaîtra malgré tout, corps et bien, à la disparition de l'auteur ou de la compagnie. Une dernière chose, peut-être Corinne, parce que depuis que les Arts de la Rue sont présentes à la SACD, ça fait maintenant 12 ans, il y a des actions culturelles qui sont en place à travers des dispositifs qui sont auteurs d'espace et écrire pour la rue notamment, qui sont les deux grands axes, les deux grands phares. Il y a des dossiers qui sont faits pour ces demandes-là. Du coup, est-ce que ces dossiers qui sont déposés par la compagnie sont archivés ou non? Et est-ce qu'elles sont archivées? Est-ce qu'elles sont disponibles? Est-ce qu'elles vont rester dans les archives? Alors, pour l'instant, elles sont effectivement conservées, en tout cas celles qui ont reçu l'aide. Après, effectivement, c'est un travail en interne de s'assurer de la conservation à but patrimonial. Mais ça demande une réflexion qui est en cours, parce qu'il faut savoir aussi comment d'abord prévenir les auteurs, puisque les dossiers qui sont déposés, enfin donnés, contiennent des informations comptables et il peut y avoir un certain délai pour la consultation. Donc ça va nécessiter effectivement
qu'il y ait des accords entre la société et les auteurs pour le délai peut-être de consultation. Voilà. D'accord, donc ça c'est encore une trace qu'il faut... C'est quelque chose qui voilà. est à travailler en interne et avec... en lien avec la commission justement, avec le conseil d'administration. Avant que Gwenola parle pour Arsena, on va tout de suite voir s'il y a des questions spécifiques à la bibliothèque de la SACD afin d'y répondre, comme ça on est dans le vif du sujet plutôt que vous garder des questions pour tout à l'heure. Donc si quelqu'un a quelque chose à demander, quelqu'un ou quelqu'une. Non, très bien, écoutez, il n'y a pas de problème. Donc, Gwenola Arsena, qui fait aussi un centre de ressources, donc des arts de la rue et du cirque notamment, donc, qui a un travail aussi de conservation, de consultation, d'archivage, etc. Je te laisse peut-être expliquer effectivement, vous, sur quel domaine vous agissez et comment nous, de notre place, on peut accéder effectivement à tout votre travail. Alors Arsena donc, a fusionné il n'y a pas si longtemps que ça et nous sommes en plein chantier pour également réaliser la fusion des différents fonds, des différentes bases qui constituent le centre de ressources. Alors les ressources que nous mettons à disposition du public le sont par deux voies. La première, c'est le centre de ressources physiques. Donc ce centre de ressources a été réinstallé rue de la Folie-Méricourt. Il accueille désormais le public sans rendez-vous tous les jours. Donc ça c'est un élément d'accessibilité qui nous tenait à cœur, qu'on puisse venir pour consulter de la documentation qui va des revues qui couvrent l'ensemble des trois champs disciplinaires d'Arsena, c'est-à-dire les arts du cirque, les arts de la rue et le théâtre, mais aussi des revues spécialisées sur le plan juridique et qui sont plus transdisciplinaires. Donc il y a toute cette documentation qui est mise à disposition, ainsi que de nombreux ouvrages, on va dire, d'usage courant, aussi bien sur les questions juridiques, les conseils pour monter sa production, mieux s'y connaître en communication, etc., que des informations ou des inédits, par exemple, qui sont les textes lauréats de la création de l'aide à la création dramatique, puisque Arsena gère ce dispositif pour le compte de l'État, et il y a chaque année une cinquantaine de textes qui sont distingués. Certains sont publiés, mais d'autres ne sont disponibles que au centre de ressources. Donc c'est aussi un élément important. Donc on a une variété de documentation donc, qui va des aspects plus administratifs aux aspects esthétiques ou de littérature dramatique qui sont immédiatement accessibles au centre de ressources. Les documentalistes sont là aussi pour accompagner quiconque souhaite effectuer une recherche parmi les fonds. Donc on peut, c'est encore mieux, envoyer au préalable sa demande, parce que ça permet quand même aux documentalistes de préparer un petit peu le terrain, de sortir les ouvrages, de sortir les références, etc. Mais on peut aussi les solliciter sur place. On peut également visionner des vidéos. On a installé une salle de projection où on peut donc voir des captations de spectacles, mais aussi des émissions, beaucoup de documents audiovisuels que nous ont confiés directement les compagnies, notamment dans le champ des arts de la rue et du cirque, et qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc ça, c'est un des premiers axes de notre activité dans le champ de la ressource. Le deuxième étant l'accessibilité via la plateforme numérique. Alors c'est là que nous sommes en grand chantier, puisque nous sommes venus à bout de la réinstallation des rayonnages, mais pas encore du système d'information qui est revu de fond en comble pour arriver à
à faire des quelques 7 bases qui existaient une seule et même base, et permettant une accessibilité en ligne de la ressource. Alors nous n'avons pas, et ça je le tiens à dire parce que c'est très important dans la complémentarité qu'on va développer avec d'autres institutions, nous n'avons pas de mission de conservation. Nous ne sommes pas équipés pour ça. Quand je suis allée à la BNF et que j'ai vu l'installation des magasins, je peux vous assurer que nous en sommes bien loin. Mais nous avons davantage une mission de mise à disposition et une mission de diffusion, et je le dis dans le bon sens du terme, de vulgarisation, c'est-à-dire de permettre à un large public d'accéder facilement, le plus facilement possible à ces ressources. Et c'est cette mission-là qui structure aussi notre action. Attendez, j'ai juste... Voilà. Qui structure notre action et qui a aussi guidé la façon dont on a repensé complètement cette plateforme numérique. Donc là, c'est, comme je vous disais, un chantier qui est en cours avec l'idée d'amplifier un projet qui avait été initié par Hors les Murs, qui avait donc à l'époque noué des partenariats avec différents centres de ressources ou différentes institutions qui s'étaient dotées d'une fonction ressources pour pouvoir en faciliter l'accès à travers le site Rue et Cirque. Donc un premier travail avait été fait qui portait sur un peu plus d'une dizaine de partenaires et l'enjeu aujourd'hui c'est évidemment d'amplifier ces partenariats pour qu'Arsena puisse être un point d'entrée, de consultation de la documentation artistique. Qu'elle soit sur, on va dire, nos serveurs ou qu'elle soit sur des serveurs des partenaires, comme par exemple, ce sera le cas avec la BNF, puisque on est en bonne voie pour conclure un accord de pôle associé. On s'est donc posé la question évidemment de pourquoi, quelles traces. Ce sont des interrogations évidemment qu'on a abordées lors d'une réunion préparatoire aussi à la SACD. Pourquoi ? C'est parce que, comme tu l'as souligné, il nous semble extrêmement important, surtout pour, on va dire, des arts qui sont plus jeunes, comme le sont les arts de la rue et les arts du cirque, de pouvoir écrire une histoire. Écrire une histoire qui permet de mettre en perspective, qui permet de donner un peu de profondeur de champ. On est dans une société aujourd'hui où ce qui est rare n'est pas l'information, on est au contraire abreuvé par l'information. C'est une déferlante continuelle. Et ce qui nous semble important, c'est de pouvoir travailler sur l'information qualifiée, c'est-à-dire la bonne information, et de faire en sorte d'être l'endroit où, face à l'afflux, face au flux qui l'un chasse l'autre, eh bien d'être l'endroit où on va pouvoir mettre en perspective, voir comment telle création s'insère dans une histoire, tel geste artistique, d'où il vient, où il va, et c'est aussi une expression que tu as employée qui nous correspond tout à fait. Et en ce sens, ce travail, il est destiné aussi bien aux artistes, aux jeunes artistes, ou moins jeunes d'ailleurs, parce que je crois que c'est une interrogation permanente, que de permettre aussi à tous ceux qui œuvrent pour l'éducation artistique et culturelle de disposer de documentation qu'ils vont pouvoir mobiliser pour sensibiliser, j'allais dire les jeunes, mais je crois que ça concerne l'ensemble des personnes, hein, l'éducation artistique c'est tout au long de la vie, de pouvoir les sensibiliser aux enjeux spécifiques pour le coup des arts de la rue, et je crois que là il y a un très grand travail à faire. C'est aussi montrer toute la richesse de cette création artistique, et là ça vient compléter une publication que nous faisons qui s'appelle Le Bulletin et qui recense les nouveaux spectacles et les projets de création, et donc il y aura un lien évidemment fait sur notre site qui permettra aussi de relayer, de montrer, de faciliter le repérage dans cette fort riche création artistique des arts de la rue. Et c'est pour ça que quand on a examiné cette question des pourquoi, on arrive à quoi, qu'est-ce qu'on va montrer,
et qu'on en est venu aussi à cette idée de pouvoir mettre en ligne ce qu'on a appelé nous la documentation artistique, c'est-à-dire tout ce qui va permettre de mieux connaître, de mieux appréhender une œuvre, qu'elle soit passée ou qu'elle soit dans l'actualité. Donc ça signifie arriver à collecter les dossiers de production, les programmes, des photos, des vidéos. Alors là, si on a l'intégrale, c'est formidable. Mais tout ça à des fins de transmission ou d'information. Quand on se dit, tiens, cette production pourrait être intéressante, on peut avoir davantage de renseignements, en savoir plus sur le spectacle, parce qu'on a attaché une photo, on a attaché un dossier de production qui va permettre de mieux comprendre le geste artistique qui est présenté. Donc on le voit là, le panel est très large. Alors on sera modeste, hein. On va commencer petit à petit déjà en essayant de collecter cette documentation au présent et puis petit à petit de remonter le temps. Donc ça, c'est un projet qui est en cours de construction, d'une part sur le plan technique, puisque là nous en sommes à la phase de la finalisation de ce qu'on appelle le back-office, c'est-à-dire c'est les petites boîtes dans lesquelles on range les informations, et nous allons bientôt passer à la phase de création du front-office, c'est-à-dire l'interface qui va permettre d'accéder à cette documentation. Une autre chose aussi que je voulais souligner, c'est de revenir sur le rôle spécifique d'Arsena dans un paysage très éclaté de la ressource. On peut, si on regarde un petit peu le paysage, s'apercevoir très vite que nombreux sont les acteurs qui produisent de la ressource ou qui en proposent. Si on cherche par exemple les archives de Jean Vilar, il y en aura un petit bout, je prends comme par hasard, mais on va avoir un petit bout à la maison Jean Vilar qui se situe à Avignon, on en aura un petit bout à la BNF, enfin pas même un gros bout, mais on en aura aussi à l'IMEC, mais on en aura dans différentes institutions publiques. Et c'est toute la difficulté, enfin tout l'enjeu aujourd'hui, que de recomposer ce paysage fort éclaté quand on veut avoir de l'information sur un artiste. Alors quand on est chercheur et qu'on a décidé d'y dédier sa vie, on va faire un petit stage en Normandie, un petit séjour à Avignon, on s'arrête à Paris et on reconstitue ce puzzle, mais pour on dirait un public plus élargi, nous on s'est dit que notre rôle ce serait de faciliter l'accès d'être une sorte de point d'entrée, de pont qui permet d'accéder aux ressources là où elles sont. Et soit on peut effectivement créer un lien, enfin créer une passerelle qui nous permet d'accéder directement à la ressource, ça c'est l'idéal, mais soit au moins on sait situer cette ressource, ce qui n'est quand même pas mal non plus. Donc la conception que nous avons du rôle d'Arsena s'appuie sur quelques notions fondamentales qui sont l'articulation, essayer d'articuler ces ressources existantes, être le plus possible complémentaires, ne refaisons pas ce que d'autres font très bien, il y a assez de travail pour tout le monde, donc on peut s'articuler. Et l'autre mission aussi, l'autre mot-clé, c'est l'éditorialisation. C'est-à-dire que Arsena ne s'adresse pas seulement aux chercheurs, par exemple, qui peuvent être qui ont déjà une idée très construite de ce qu'ils espèrent trouver, mais on va s'adresser davantage à un plus grand public. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de vulgarisation au sens noble du terme, hein. C'est par cette éditorialisation que nous souhaitons y parvenir, c'est-à-dire en créant un chemin qui permet à des non-spécialistes de se repérer dans le parcours d'une œuvre, d'un artiste, dans la lecture d'une œuvre, dans le paysage artistique d'une discipline.
Et ça, c'est un point important de notre approche qui sera très présent sur le site internet. Et l'avantage d'une plateforme numérique, c'est qu'elle permet d'accéder à de nombreux documents, et pour qui veut aller beaucoup plus loin et a une journée à passer sur tel ou tel thème, il peut sans problème le faire, puisqu'il aura accès à de nombreux documents qui seront liés à la thématique abordée. Voilà, alors dans les exemples aussi, on aura peut-être l'occasion d'en parler lors de la présentation de Cécile, mais dans les exemples très concrets d'articulation que nous proposons, si on prend le cas de la BNF, donc il y a d'une part la mise en place qui est prévue d'un moissonnage avec Gallica, donc qui permettra d'accéder à l'immense richesse de la BNF sur Gallica. Et pour la BNF, je crois que ça permettra, Gallica étant extrêmement vaste, couvrant énormément de domaines, ça permettra à la BNF de mettre en valeur les ressources sur ces 3 disciplines, plus spécifiquement via Arsena. Notre politique en la matière est évidemment de bien respecter l'identité de chacun et de bien dire ce que chacun fait. On ne va pas faire croire qu'on est la BNF, on ne nous croirait pas. Donc un autre exemple de coopération, c'est ce que nous avons fait sur le fonds Michel Crespin, puisque nous sommes alliés avec la BNF pour sauvegarder ce fonds qui était en grand péril, à la fois hors les murs, puisque ça a démarré du temps d'hors les murs, a mené une première expertise sur le fonds pour aider à la classification, à déterminer quelles étaient les priorités, etc. Et maintenant, le fonds a été transféré à la BNF, donc il est en petite phase de décontamination, parce que son passage dans je ne sais quelle sous-pente lui a valu quelques champignons et autres petites bestioles, mais moisissures, voilà. Mais donc c'est une collaboration qui associe la BNF aussi sur toute la partie numérisation, sauvegarde, puisqu'encore une fois nous n'avons pas de mission sur ce plan-là, et nous avons réalisé ce qu'on appelle un parcours découverte, qui sont ces outils très pédagogiques qui permettent d'aborder une œuvre. Nous avons réalisé un parcours découverte sur Michel Crespin qui explique qui était cet artiste et quelle a été sa formidable contribution aux arts de la rue. Voilà pour une présentation. Évidemment, on présentera bien d'autres choses, y compris visuellement, quand nous en serons à cette phase. Donc là, je vous ai un peu raconté nos projets, qui sont un peu plus que des rêves, parce qu'on commence en tout cas à les réaliser. Et j'espère bien donc vous montrer des choses concrètes au 3e, 4e trimestre de 2017. Merci Gwenola. Des questions concernant Arsena et tout ce qui a été expliqué, qui est sur un vaste domaine. Moi, je sais pas. Voilà. On se laisse le temps de digérer tout ce qui a été dit. C'est vrai que Gwenola a été prolixe, en tout cas, sur tout le travail d'Arsena. Moi, je voulais juste dire une chose, c'est vrai qu'on a une particularité, moi je reviens toujours auteur, autrice, parce que c'est la SACD, on est dans ce contexte-là pour cette journée. Et on a une particularité sur les arts de la rue, c'est qu'on est à plus de 90% d'auteurs-producteurs, c'est-à-dire qu'on est souvent auteur au sein de notre compagnie, on monte nos spectacles, souvent on joue dedans, etc. C'est-à-dire il n'y a pas un auteur qui est détaché d'une production qui se fait, etc., mais qu'on est complètement partie prenante du travail de la compagnie. Et donc moi je voulais te demander, Gwenola, par rapport à ça, par rapport aux recherches que vous faites, voilà, c'est malgré tout à nous, auteurs, producteurs, de venir vers Arsena aussi pour faire part de ce qu'on a de notre côté, comme site internet, comme lien, etc., sur nos compagnies, notre travail, etc., quoi. Là-dessus, vous n'avez pas les moyens d'aller à la pêche, de savoir tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, tout ce qui existe sur le territoire au niveau des arts de la rue.
j'imagine. Alors, on a dans la lignée du Goliath pour Hors-les-Murs et de l'annuaire, du guide annuaire pour le CNT, on aura dans les bases un recensement des compagnies, et donc ça passera par une campagne participative d'actualisation où on demandera aux uns et aux autres, donc nous on est sur les compagnies professionnelles, aux uns et aux autres d'actualiser, de compléter les informations qui les concernent. Sachant qu'on est très soucieux de la véracité évidemment des informations, donc on sera toujours dans des phases de validation préalable à la mise en ligne, sauf sur certains champs, parce qu'on s'est dit que finalement les numéros de téléphone, on n'avait pas tellement de moyens de les vérifier. Donc, mais en tout cas, on mettra ça en place dès que l'interface pourra être prête. Ça sera un de nos premiers chantiers. D'accord, ok. Donc on va être aussi sur le participatif, effectivement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est à nous, auteurs, producteurs, etc., de faire le travail, de faire la démarche aussi pour que les choses puissent exister. Parce que c'est vrai que malgré le travail, le personnel, etc., qui est chargé de tout cela, ça ne peut pas se faire sans nous. Voilà, c'était juste pour pouvoir se le rappeler, parce que c'est hyper important de se dire que auteur, créateur, racine aussi de ce qui peut se faire, de ce qui peut se conserver. C'est-à-dire que sans notre travail, notre participation, notre envie à nous aussi, tout ce qui existe depuis ces 40 années, si nous on ne le fait pas valoir, si on ne le met pas en avant, si on ne le fait pas, si on ne le partage pas, en tout cas, aucune institution peut le faire à notre place. Voilà, c'était juste pour se redire ça, parce que c'est important. Je vais laisser la parole alors à qui? À Cécile, à Lise. C'est alors, Cécile c'est une qui commence. présentation à deux Voilà, voix. Mais très bien, super. Alors je te laisse le micro, qui vont nous parler pour la BNF. Et il y a en plus, on a un PDF, oui, on a même un prévu PowerPoint, c'est hyper moderne. Voilà. Un petit support de quoi illustrer notre propos. Donc, comme le disait Gwenola, c'est vrai que ou après la présentation de Corinne, nous avons des activités tout à fait complémentaires. Et nous, on s'est dit avec Lise, donc, qui est chargée de fonds d'archives au sein du département, qu'on allait vous présenter assez concrètement quel était notre rôle et comment se passaient les choses lorsque des fonds nous étaient signalés, alors soit directement, soit par l'intermédiaire dans les murs, comme ça avait été le cas avec Michel Crespin. Et en tout premier lieu, Lise va nous dire rapidement un mot de présentation sur la BNF, l'historique du département. Et puis ensuite, on parlera vraiment concrètement de la collecte à la valorisation. Alors, ça marche. Donc là, en fait, on vous a fait une petite présentation bien scolaire. C'était juste pour redire quand même ce qu'est la Bibliothèque nationale de France, parce que bien souvent on oublie qu'il y a deux sites dans Paris, c'est-à-dire à gauche vous avez le site historique et à droite la Bibliothèque François Mitterrand qui est née d'un décret sous Mitterrand en 1994. L'importance, c'est surtout par rapport au support et aux domaines couverts par chaque site. C'est-à-dire qu'à gauche, pour les Richelieu, ce sont essentiellement des départements spécialisés. C'est-à-dire que vous avez, comme il y a marqué, les monnaies et médailles et antiques, les cartes et plans, les estampes et la photographie, les arts du spectacle, la musique, et je pense que je n'en ai pas oublié. Et pour les arts du spectacle, je rajoute quand même tout de suite, on a aussi une antenne que vous voyez un petit peu plus vers la droite, qui est la maison Jean Villard à Avignon, qui fait partie de notre département. Et on a aussi quelques départements en dehors où il y a aussi des choses du spectacle. C'est l'émotion, comme l'opéra aussi, que vous verrez. Et donc la particularité, c'est que de ce côté, on n'a que les départements spécialisés. Et à Mitterrand, ce sont essentiellement des livres, des imprimés et l'audiovisuel, c'est-à-dire la télé, la radio et aussi certaines choses du cinéma avec le CNC. Voilà, ça c'était pour vous situer un peu les choses. Et donc vous, pour la SACD, vous êtes concernés surtout par Richelieu pour venir nous voir éventuellement. Et du coup, tu peux nous dire un mot sur l'histoire du département ? Je peux le faire. Alors, le département en fait des arts du spectacle, donc qui est à Richelieu, est né de la passion d'un banquier, Auguste Rondel, qui est né en
1858 et qui est mort en 1934. Il a, sur son temps, collectionné tout ce qui était en rapport avec les arts du spectacle les arts du spectacle dans différents pays et à différentes époques. Et en 1920, il décide de donner cette collection à l'État. De là va partir le département, puisqu'en 1925, cette collection est déposée d'abord à l'Arsenal, qui est aussi un bâtiment que nous avons sur Paris. Et à partir de là aussi est créé un peu plus tard, en 1967, vraiment le département des arts du spectacle à la BNF. Donc ce qu'il faut voir, c'est à part cette collection qui a été déposée, c'est que le département est relativement récent et jeune. Et la maison Jean Villard s'est rajoutée en 1979. Les domaines qui sont couverts que nous couvrons dans ce département sont, j'ai mon anti-sèche pour ne pas en oublier, ça pourrait vexer certaines personnes. Donc le théâtre, la danse, les arts de la rue, le mime, le cirque, les arts de la marionnette, les artificiers, c'est tous aussi les gens qui sont dans le domaine de la pyrotechnie. Donc toutes ces choses-là, et il y en a bien d'autres, parce que finalement, parfois, certaines créations n'ont pas forcément aussi une dénomination. Et donc, dans ces domaines, nous avons différents types de documents. Et là, je vais laisser Cécile vous parler de cette typologie. C'est pas du tout préparé ce passage de parole, c'est presque artificiel, non? Non, pas du tout. Donc, Lise nous a cité les grandes disciplines couvertes par le département, et ce que je dois ajouter, c'est que la mission du département, c'est vraiment de conserver la mémoire du spectacle vivant, qui est par nature éphémère, et Fred le disait, c'est du coup fragile, et c'est parce que nous collectons toutes les traces qui sont produites avant, pendant et après la représentation que nous avons des collections très très diverses, puisque nous allons trouver des manuscrits d'auteurs dramatiques naturellement. Donc on pourrait trouver vos manuscrits s'ils ne sont pas déjà déposés chez Corinne à la SACD. Il y a également des notes de mise en scène, il y a aussi des maquettes de costumes ou bien des maquettes planes ou en volume de décors, de scénographie. Là, on va trouver aussi des objets, des costumes, des masques, des marionnettes. Et puis, l'on va trouver tout ce qui est du domaine de la captation sonore ou vidéo du spectacle, les photographies des spectacles, évidemment les programmes et les affiches, et que nous allons couvrir jusqu'à la réception du spectacle, puisque nous avons aussi des revues de presse. Donc ces documents sont extrêmement variés, et ils nous viennent la plupart du temps au sein de fonds d'archives qui nous sont donnés. Alors qui donne au département? Un artiste par exemple, ou bien ses descendants, ses ayants droit. Ça peut être aussi une compagnie, un lieu de spectacle ou une institution. Et on le disait tout à l'heure, s'il y a la plupart du temps un contact qui se fait directement entre ces personnes et le département, parfois, et ça a été le cas pour le fonds d'archives Michel Crespin, un organisme joue l'intermédiaire. Ça a été le cas pour Hors les Murs, donc, qui est devenu Arsénat en fusionnant avec le CNT. Et c'est vrai que ce contact, non seulement il y a eu une prise de contact, mais il y a aussi un pré-inventaire qui a été établi par Hors les Murs. Ça a permis d'être très efficace. Nous avons été chercher ce fonds d'archives en novembre 2015 à Marseille, donc nous sommes capables de nous déplacer. Et comme le disait Gwenola, pour le moment, effectivement, ces documents sont en quarantaine puisqu'il y a une suspicion de moisissures qui sont encore actifs. Mais on va pouvoir commencer à traiter. On a déjà commencé à traiter. Et par exemple, les documents vidéo qui faisaient partie de ce fonds vont être envoyés en numérisation. Alors maintenant, je vais passer la parole à Lise. C'est pas du tout préparé. Non, pas du tout. C'est purement improvisé. D'ailleurs, je vais tourner ma page tout à l'heure. Qui va nous expliquer exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on veut donner, qui on appelle, voilà, tout ça. Voilà, tout ce que vous devez savoir pour venir nous voir. En fait, une fois que vous avez pris, si la personne est vivante ou un des ayants droit, pourquoi pas, ou l'institution a pris contact avec notre directeur, qui est Joël Ludevol,
À ce moment-là, le don. D'abord, il faut savoir que le don, avant d'arriver, on ne l'accepte pas. On l'accepte aussi selon la charte documentaire de la Bibliothèque nationale. C'est-à-dire que la charte nous donne quand même un cadre, voilà, à respecter. Et c'est-à-dire qu'on ne prend pas non plus tout et n'importe quoi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une politique d'enrichissement dans notre département, et celle-ci se fait avec cette charte documentaire. Une fois que donc le don est là, on établit une convention, et cette convention indique la nature du don. Ça peut être sa volumétrie ou des choses comme ça, des clauses et aussi les droits, mais ça on en parlera un peu plus tard avec Cécile sur ces droits. Voilà, je tourne ma page. Alors, comment ça se passe là? Je vous raconte concrètement, là j'ai plus de papier. Donc concrètement, on a fait la convention, on a le papier, on a la camionnette, notre chauffeur, si on va en dehors de Paris, ce qui arrive assez souvent, on se déplace, et avec Ah non, pardon, j'ai oublié une étape. Avant de se déplacer, ce qui est mieux, c'est on fait un aller-voir d'abord. Oui, ça c'est hyper important. Faute à moi, je ne le ferai plus. On n'a pas très bien répété. On n'a pas bien répété. Donc d'abord, on va voir avant de déménager les choses. Et cette étape est vraiment super importante parce qu'on va voir non seulement la volumétrie de la collection, mais on va voir aussi l'état sanitaire de la collection, ce qui peut paraître un peu comme ça, mais c'est vrai que les arts de la rue, ce sont souvent des choses qui sont très hétérogènes, très volumineuses, et parfois ça peut être conservé, pas forcément dans une bibliothèque, mais ça peut être aussi dans des lieux un peu disparates. Dans un bus, dans un Algeco. Oui, mais non, je n'ai pas d'exemple en tête. Et donc voilà, donc le bibliothécaire va sur place, voit un peu ce qu'il en est, ce que l'on peut faire, et aussi comment ça va être transporté. Parce que aussi c'est vraiment important cette notion aussi de transport, parce que en fait pour nous c'est vraiment important de respecter la personnalité et le classement de la personne ou de l'institution. Voilà. C'est-à-dire qu'une personne qui a des archives et qui a choisi par exemple de classer ses archives selon des années ou selon ses costumes ou je ne sais pas, tout ça, ça a une signification qui sera importante pour le chercheur après. Donc on essaye dans la mesure du possible, je vous dis dans la mesure du possible, parce que parfois on n'arrive pas à avoir tout ce temps-là, parfois on se retrouve avec des gens qui appellent. Souvent, on nous appelle peu avant un déménagement. Voilà, l'appartement est vendu. C'est demain, l'appartement est vendu. Venez vite. Et nous, on arrive avec nos blouses. Et puis, on fourre tout dans une caisse. Et puis après, c'est le bazar. On ne fait pas les vides-greniers quand même. On ne fait pas les vides-greniers. Voilà. Donc, en fait, ça se passe dans le meilleur des mondes. Il y a un aller-voir. Une fois que cette étape est 1, on fait la course. On va chercher donc les choses. Et après, une fois que ces cartons arrivent à la Bibliothèque nationale, là, on va procéder à un traitement plus physique et intellectuel. Alors, on va aborder peut-être d'abord l'aspect physique du traitement. On passe en revue l'ensemble des cartons, des boîtes d'archives, des caisses en plastique, des cabas qui arrivent en magasin. C'est vraiment ça. Comme le disait Lise, on respecte dans la mesure du possible l'organisation initiale. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va extraire un certain nombre de documents, par exemple les supports audiovisuels ou les supports informatiques, puisqu'ils vont être conservés dans des magasins dédiés. On va également extraire les maquettes de costumes ou les maquettes de décors. Ce sont des dessins originaux qui vont bénéficier d'un conditionnement spécifique là aussi. On extrait les affiches, là c'est pour des questions de format, et on extrait les ouvrages imprimés. Donc il ne reste ensuite que, on va dire, des documents papier qui là vont faire l'objet d'un traitement que tu vas nous expliquer. Alors, une fois que ces fonds arrivent, parce qu'il faut voir que parfois un fonds arrive, ça va être 3 boîtes, mais parfois aussi ça peut être 50 boîtes, c'est-à-dire c'est un peu déroutant, quoi. Et donc à ce moment-là, on regarde l'ensemble et on essaye de trouver un classement. Alors comme je vous disais, soit le classement, la personne l'a pensé,
ou soit elle n'a jamais pensé. Et donc, c'est à nous de le faire. Et à ce moment-là, il faut trouver une logique, c'est-à-dire une logique qui corresponde aussi, si on prend une compagnie, c'est-à-dire comment faire en sorte que le classement soit signifiant, aussi bien, enfin pour le lecteur et aussi pour tout le monde, et aussi pourquoi pas pour la compagnie, parce que nous n'avons pas que des déposants qui ne sont plus là. Nous avons aussi beaucoup de personnes qui sont vivantes, et c'est vraiment important, ça, c'est que c'est souvent plus intéressant, plus simple, c'est que les compagnies fassent leur dépôt assez vite et un peu de leur vivant ou du début de leur production, parce que ça nous permet à nous, bibliothécaires derrière aussi, d'avoir quelqu'un pour nous accompagner dans ce classement et pour nous expliquer et pour nous orienter. Et ça, c'est vraiment extrêmement important et en plus enrichissant pour notre métier. Je voulais dire d'ailleurs qu'on a la chance d'avoir dans l'assistance Monsieur Dominique Oudard, qui a fait don du fonds d'archives de sa compagnie Dominique Oudard Jeanne Klein à la BNF. Alors nous n'étions pas à l'époque dans le département Lise et moi, donc Monsieur Oudard a travaillé avec une de nos collègues et peut-être qu'il pourra nous raconter et témoigner de la façon dont ça se passe, avec les bons côtés et parfois les soucis, hein. Mais ce sera intéressant d'avoir ce témoignage direct. Du coup, je vais passer assez vite. Après le classement, il y a toute une période dépoussiérage, enlever les agrafes, tout ce qui est métallique, tout ce qui qui n'est pas bon pour la conservation. Mais ça, vous vous en doutez, enlever les papiers acides et compagnie, etc. Et une fois que l'on a un plan de classement qui est validé, c'est-à-dire c'est vraiment important. Là, on procède à un signalement dans le catalogue BAM, qui est le catalogue des archives de la Bibliothèque nationale de France. Comme vous pouvez le voir, là, c'est la page, on va dire, d'accueil du fonds du fonds Pierre-Alain Hubert. Et ce qui est intéressant, là c'est pas dynamique, on peut pas le faire, mais ce que vous pouvez voir sur la diapo, c'est que là c'est la présentation, mais après il y a une arborescence. Quand vous cliquez, il y a une arborescence qui apparaît et qui permet de voir justement le plan de classement et un peu le déroulé du traitement qui a été fait, intellectuel par la personne. Là, je suis très consciente que c'était pas très clair ce que j'ai dit, mais j'assume. Numérique. On numérise aussi à des fins de communication. C'est le cas pour les objets, les masques, les marionnettes qu'on ne va pas communiquer en salle de lecture. C'est le cas aussi pour les documents audiovisuels, même si le département de l'audiovisuel conserve encore des platines disques, des magnétophones et des magnétoscopes. Ils ne sont pas dans les salles de lecture et ce n'est pas ainsi qu'on donne accès au contenu. Donc pour donner accès à ces contenus sonores et vidéo, on numérise. Le dernier objectif, c'est un objectif de valorisation qui a son importance, mais en général, il se surajoute à un objectif lié à la conservation ou à la consultation. Dans le département, donc, comme je vous dis, on doit faire des choix. Donc, ce que l'on va numériser en priorité dans les fonds d'archives, c'est d'abord l'iconographie de spectacle. Donc, ça peut être les dessins originaux. Je parlais des maquettes de costumes, je parlais des maquettes de décors, mais ça peut être aussi les photographies de spectacle sur tout type de support. Si nous avons les négatifs, on va faire les négatifs en priorité. Si nous avons les planches contact, des tirages papier, nous allons faire également ces types de documents. Le deuxième axe, ce sont les manuscrits, donc les manuscrits d'auteurs dramatiques, les notes de mise en scène, mais ça peut être aussi des carnets. Là, on voit derrière moi en fait un exemple de carnet de la chorégraphe Caroline Carlson, un ensemble de carnets que nous avons numérisés, et l'on parlait tout à l'heure avec Lise de la cession des droits liés aux collections qui est abordée dans le cadre de la convention de dons. Eh bien, Caroline Carlson, lorsqu'elle a donné ses archives à la BNF, et elle les donne régulièrement, c'est des dons qu'elle fait régulièrement, elle a cédé en fait les droits nécessaires à la reproduction et à la représentation, de manière à diffuser le résultat de la numérisation dans Gallica, notre bibliothèque numérique accessible en ligne. Donc nous avons, comme je l'ai dit, l'iconographie
scénographie de spectacle, nous avons les manuscrits, et puis nous numérisons aussi, et on va en voir un exemple sur l'image suivante, évidemment les objets. Donc depuis 2011, nous numérisons des masques, et depuis 2013 des marionnettes, mais avant nous faisions également de la numérisation de costumes. Alors numérisation, c'est un mot un peu prétentieux, hein, c'est de la prise de vue en fait, hein. C'est de la prise de vue photographique avec un appareil photo numérique. Et l'idée, c'est qu'on fait ça pour les masques, les marionnettes et les costumes. On fait ça selon un protocole qui permet de faire des vues circulaires, et donc de permettre au lecteur, quand il va consulter la bibliothèque numérique, d'avoir tout de même un bon aperçu de l'objet. Et puis on a évidemment pour les costumes des vues d'accessoires, pour les marionnettes des vues de manipulation. Le protocole a été élaboré par Cécile Obligy, donc la collègue qui a lancé ces campagnes, et sans doute avec la collaboration de Monsieur Oudard. Donc des vues de manipulation, et pour les masques, des vues de construction. Voilà, et je fais ensuite un petit arrêt sur un autre type de support qui est extrait, je vous l'ai dit, les supports informatiques, et je veux attirer votre attention sur le fait que, bien sûr, ces supports-là sont obsolètes, mais que parfois il y a des supports qui ne le sont pas encore, comme les CD-ROM ou les DVD-ROM gravés, ou même les clés USB qu'on peut trouver dans les fonds d'archives. Mais même si les supports ne sont pas obsolètes, les données numériques qui sont sur ces supports sont fragiles, parce que pour accéder à ces contenus, il faut une plateforme matérielle, il faut une machine, il faut un système d'exploitation, des applications. Et vous savez aussi bien que moi qu'il y a des versions, enfin des machines qui deviennent obsolètes de plus en plus rapidement, des versions de logiciels qui sont mises à jour également très rapidement. Et du coup, la donnée numérique est fragile. Donc à la BNF, nous nous sommes emparés de cette problématique, et nous avons mis en production une filière qui est dédiée à la conservation pérenne et à la diffusion pérenne de ces contenus numériques natifs. Et pour le moment, nous pouvons assurer la conservation pérenne et la diffusion pérenne de photographies numériques natives, donc des formats standards comme le JPEG ou le TIFF. Nous assurons également la conservation et la diffusion des PDF, et nous assurons également la conservation et la diffusion pérenne des contenus vidéo et sonores numériques natifs. Évidemment, on va continuer à travailler pour faire entrer d'autres formats dans notre système d'archivage pérenne, et nous allons notamment travailler sur la question de ces fichiers quand ils sont dans les fonds d'archives, puisque vous voyez qu'ils sont décrits dans un catalogue spécifique, BNF, archives et manuscrits. Et donc pour l'instant, ce qu'on sait faire, c'est communiquer avec le catalogue général, pas encore avec ce catalogue-là. Et je n'ai pas résisté au plaisir de vous mettre sur les deux slides suivantes quelques images qui sont en fait des photographies de spectacles prises par Joël Verhoustraten, qui est un photographe de spectacle bien connu, spécialisé dans le cirque et les arts de la rue, et qui donc est en plus intéressant parce que c'est un photographe qui a vécu la transition, le passage de l'argentique au numérique, et donc on a de sa part à la fois des photographies argentiques et aussi du numérique natif. Donc on a fait entrer dans la filière des photographies qu'il a pris de 2007 à 2014 et qui sont accessibles dans Gallical là aussi, puisqu'il nous a cédé les droits afférents à cette diffusion. Et maintenant, je te cède la parole pour la dernière partie sur la consultation de ces archives. Ouais. Peut-être qu'on va mettre le visuel, ça. Alors, une fois que ces documents donc sont dans les collections, sont traités, signalés, inventoriés, cotés, voilà. Donc, il faut savoir que le but, quand même, avant tout, c'est de les communiquer au public. Alors, le public est très varié aux arts du spectacle, dans la salle de lecture que vous avez ci-dessus. La salle de lecture est très récente, comme vous pouvez voir, puisqu'elle est, elle est faite par Gaudin, mais c'est la seule salle de la BN qui a une architecture comme ça, contemporaine, ce qui est plutôt sympa pour les arts du spectacle. Bruno. Et mais vous avez raison, monsieur. Vous avez raison. Prenez des notes, ça me fait plaisir. Et donc c'est donc Bruno Gaudin
Et donc qui a fait cette salle de lecture, donc qui est ouverte depuis la fin de l'année 2016, donc elle est vraiment très récente. Donc il faut savoir que pour venir voir les documents, on est quand même on est dans la partie recherche, c'est-à-dire qu'il faut une accréditation. Vous ne pouvez pas tout à fait venir comme ça. Ou alors, si vous venez sur le site de Richelieu, il faut justifier de votre recherche. C'est-à-dire il faut vraiment venir voir un fonds qui n'est pas ailleurs, quoi. Donc, il faut justifier à l'accréditation. Et ce qui est important aussi, c'est que les donateurs, eux, on va dire, peuvent venir librement, tout en nous ayant quand même prévenu un petit peu avant pour qu'on puisse leur établir gratuitement une carte. Donc dans la salle de lecture, on a non seulement des usuels là qui sont pas en place, donc il y a une lecture possible dans la salle, et on voit pas aussi, il y a des postes audiovisuels qui sont normalement sur la droite et qui permettent aussi de voir justement, il y a du livre mais aussi du son, de la vidéo, et ça c'est vraiment extrêmement important pour les lecteurs. Je crois que je n'ai rien oublié. J'ai oublié. Vas-y. Non, mais j'avais aussi quelque chose à dire. Ah non, c'est hors de question. C'est ma partie. Ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où ces fonds d'archives sont entrés dans les collections de la BNF, ce sont devenus des collections patrimoniales. Et donc, évidemment, des chercheurs vont travailler sur ces collections, mais pour que cela se passe, il faut bien les faire connaître. Donc, une de nos missions, c'est pas seulement effectivement de conserver et de communiquer, mais c'est aussi de valoriser ou d'assurer une part de médiation. Donc, la médiation, nous l'assurons en présentant régulièrement les ressources du département, et parfois en faisant des présentations thématiques ou autour d'un fonds donné auprès d'étudiants ou de publics d'enseignants-chercheurs, et même de publics autres. À partir du moment où on nous sollicite, on fait bien volontiers des présentations de ressources. Et puis nous valorisons grâce à des expositions que nous montons. Alors ça peut être des expositions sur les sites même de la BNF, en galerie des donateurs, puisque nous avons un espace dédié qui permet régulièrement de mettre en valeur un fonds d'archives bien particulier. Ça peut être à la Maison Jean Villard, comme ça s'est passé dernièrement pour la compagnie Ouda Reclin, ou bien aussi nous pouvons prêter une partie des pièces, de l'iconographie originale, des objets qui nous sont demandés pour des expositions qui sont montées à l'extérieur. Et puis nous assurons des participations à des journées d'études, à des colloques. Nous accompagnons naturellement les enseignants-chercheurs lors de leurs recherches, et nous tissons aussi des liens avec l'université dans le cadre de programmes de recherche qui sont montés alors, sous le label LABEX, Laboratoire d'Excellence, et tout cela fait vivre en fait la collection et garantit une forme de postérité, ce qui est un peu la mission que nous visons tous, puisque l'idée c'est vraiment de faire entrer dans la postérité cet art qui est par nature éphémère. Je voulais ajouter 2 remarques à la suite de votre propos tout à fait passionnant. La première concerne la collecte, puisque effectivement vous avez expliqué comment vous alliez collecter cette documentation artistique, et donc je voulais apporter quelques informations sur le sujet et montrer justement cette complémentarité, en particulier temporelle, puisque notre objectif, et c'est aussi tout l'intérêt du partenariat avec la BNF, c'est de pouvoir présenter notamment l'actualité des spectacles au moment où ils sont en création, au moment où ils sont présentés. Et donc sur le site, chacun pourra avoir un compte utilisateur et pourra proposer de la documentation qui vient enrichir la présentation du spectacle pour que cela puisse être consultable quasi immédiatement, donc après validation, mais que ça puisse être consultable au moment où le spectacle se joue. La collaboration avec la BNF, outre ces occasions que nous donnent les artistes quand ils nous signalent le fait qu'ils souhaitent céder leurs archives, et à ce moment-là, c'est vrai qu'on rentre en dialogue et que c'est extrêmement fructueux, puisque on a le travail de fond qui est fait par exemple sur... c'est le cas de le dire, le fonds Michel Crespin, et puis une accessibilité relativement rapide
rapide d'un petit nombre de ressources sur cette personnalité qui permet de la faire connaître à un vaste public. Et donc dans cette complémentarité temporelle, en particulier sur donc la filière que vous avez appelée numérique native, c'est à cet endroit qu'on va agir, puisque nous recéderons très régulièrement la documentation collectée à la BNF, justement, pour cette conservation ad vitam aeternam. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on pouvait effectivement se simplifier la vie, puisque on peut parfois faire 2 fois le même travail, c'est-à-dire nous allons collecter, par exemple, des plaquettes de saison que vous allez collecter. Donc on s'est dit, mais au fond, pourquoi il n'y en a pas qu'un qui le fait, et ensuite, il le reverse, puisque, a priori, nous, on va le faire en début de saison, et que, par exemple, la BNF va plutôt attendre la fin de saison pour pouvoir collecter l'ensemble des plaquettes, vérifier si c'est à peu près complet, et ensuite les archiver. Donc on voit bien que tout l'intérêt qu'il peut y avoir à une collaboration, puisque nous allons pouvoir les mettre à disposition du public, que ce soit en numérique natif, voire au centre de ressources, au moment où on a besoin de consulter, parce qu'on est professionnel, parce qu'on est public, etc. On a besoin de consulter ce qui va se passer dans tel ou tel théâtre, et sur cette partie de conservation extrêmement importante qui va nourrir bien sûr le travail des artistes et des chercheurs, eh bien c'est la BNF qui est évidemment l'acteur qui est le plus pertinent. Et nous, on a le bonheur de vraiment nous inscrire dans la continuité de nos collections, puisque ça fait très longtemps que nous collectons les programmes, les affiches, les documents de communication des lieux de spectacle ou des compagnies, et que donc on a des collections très anciennes de recueil de ces programmes, et qu'on passe simplement d'un support à l'autre, et on passe simplement du papier au numérique natif. Mais en effet, c'est formidable d'avoir ces différentes étapes, la collecte assurée par Arsena à des fins de diffusion et d'information, et puis la BNF qui peut conserver de manière pérenne et diffuser, mais à des fins de recherche, ces éléments-là. Bien, merci beaucoup Cécile Élise, parce que c'était clair, c'était complet, c'était illustré, c'était animé, c'était préparé. C'est vachement important, parce que c'est vrai que c'est aussi le but de cette journée, c'est de savoir que faire de notre travail une fois qu'il est passé, notre travail éphémère, une fois qu'il a disparu. Où est-ce que effectivement les traces peuvent subsister, et dans quel intérêt? On voit que ce soit sur la bibliothèque de la SACD, Arsena, Centre de ressources, ou la BNF, effectivement, que tout ce qui a été créé peut avoir une seconde vie, c'est-à-dire pas une vie pour nous, créateurs, qui avons fini un spectacle et qu'on a rangé peut-être dans un placard, une bibliothèque, ou comme le travail qu'a fait Michel Crespin, dans une soupente, dans une cave, et puis le laisser se remplir de champignons, et puis le jour où on se dit « Ah, c'est dommage quand même, 40 ans après, je me retourne derrière ce que j'ai fait », ou que ce soit les enfants du défunt qui se disent « Mais quel dommage de laisser périr ce morceau de l'histoire de l'art du spectacle, et il faut le transmettre », et qu'en fait on va transmettre des maladies vénéneuses à ceux qui vont le récupérer, plutôt que leur transmettre un fonds utile, puisque c'est ça qui s'est passé réellement, voilà, avec le fonds Crespin, pour la petite anecdote, voilà. Du coup, l'importance de se dire, nous, ici, aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'en tant qu'auteur-créateur, on est tous confrontés à ce problème-là, un jour, de se dire, qu'est-ce qu'on fait de ça? On le voit bien, la transition, elle est énorme entre la disquette, le CD-ROM, le papier, etc., etc. C'est-à-dire le volume que prennent les archives, les places qu'on garde à un moment donné, et dont on se débarrasse forcément à un autre moment, et que c'est toujours un pan d'histoire qui disparaît, le pan d'histoire d'un auteur, d'une compagnie, ou même d'un mouvement artistique, culturel. Là, ce qu'on vit là avec nos amis des CNA, REP, voilà, qui s'en vont, qui déménagent, qui partent, et ça, c'est aussi tout un pan de l'histoire de tout ce qu'on a bâti et tissé pendant 40 années, qui est appelé vraiment à disparaître. Donc l'importance de savoir qu'il y a des outils qui existent, qu'il y a des entrées, et que tout peut être conservé. C'est pas je vais garder ça, je vais garder ça, je vais garder ça. Non, tout peut avoir un usage et un intérêt. Et pas seulement pour les chercheurs, puisque, comme tu disais, Cécile, c'est vraiment plutôt un lieu où viennent les chercheurs, mais pour les artistes qui nous succèdent aussi. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, oui, Cécile? Je voulais juste inviter peut-être Monsieur Houdard à nous faire part de son expérience
d'expérience puisqu'il a. Mais quand. D'accord, tout de suite. Je vais juste excuser quelques personnes parce que voilà, j'avais invité pas mal de gens aujourd'hui, dont Claudine Dusselier qui s'occupe d'une maison d'édition, parce que les maisons d'édition aussi tendent à donner la postérité à des œuvres, à des textes. Donc ici, c'est bien parce qu'on a deux auteurs qui ont été édités. Il y a Cyril Lévy-Provençal qui est là avec Ulysse, je crois. Comment ? Retour d'Ulysse, et Fred Michelet avec 1789 et Jaurès aussi également. Donc Claudine malheureusement ne pouvait pas être là. Et puis je voudrais rendre aussi un hommage ici à d'autres personnes que j'ai invitées, qui sont les francs-tireurs, ce que j'appelle les francs-tireurs, les gens qui d'eux-mêmes se disent il y a une conservation à faire, il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser périr tout cela. Alors j'avais invité notamment Sylvain Marchand de l'atelier 231, puisque à l'atelier 231 CNAR, ils ont de leur propre volonté, de leur propre initiative, ouvert un centre de ressources où ils essayent de conserver effectivement tout ce qu'ils peuvent avoir des compagnies, les programmes, les dossiers de demande de preuves, de résidence, etc., les affiches, et maintenant, ils ont mis en place un système que les compagnies qui viennent en résidence, il y a un moment d'interview de la compagnie, un moment de captation du work in progress, du travail en chantier, et qui est pour l'instant à l'atelier 231. Donc c'est pareil, c'est un travail de fourmi, ça se situe à l'atelier 231. Le fourneau, depuis des années, garde aussi les affiches, les documents, les prospectus et tout ça. Mais tout ça, c'est en Bretagne. Ça veut dire, je ne sais pas s'il y a un nouveau directeur, une nouvelle directrice au fourneau un jour, ceux qui vont faire de cela, s'ils veulent faire de la place pour agrandir leur lieu de résidence. Alors, vas-y, dans le micro. Une grande partie de ces ressources visuelles, puisque l'accord portait essentiellement sur les affiches et les photos, de ce qui se situe, de ce qui se trouve à l'atelier 231 et au fourneau, faisait partie du périmètre de la numérisation menée par Hors-les-Murs au moment de la création de Rue Cirque. Donc il y en a une partie qui est consultable sur le site. Reste néanmoins qu'il y a énormément de richesses, notamment des rapports, des dossiers de compagnie, etc., qui là pour le coup ne sont pas rentrés dans ce périmètre de numérisation et qui sont très précieux pour suivre l'histoire des arts de la rue, parce qu'ils ont été parmi les pionniers à garder cette documentation très, très précieuse. Donc. Merci. Donc, vous voyez une partie qui est sauvegardée, mais on a la difficulté effectivement d'avoir effectivement une image totale des choses. Autre franc-tireur, Zoom la rue. Voilà, c'est-à-dire Marie-Pierre Lauré qui elle-même va filmer et met ça sur son site. Et c'est pareil, c'est une mine d'or de voir effectivement sur des petits clips d'1 minute comme ça, un grand nombre de compagnies, ils font ça de manière tout à fait bénévole, en plus pour leur simple plaisir de conserver ces images. Donc voir aussi comment tout cela arrive. Ou Jean-Michel Coubard qui est présent dans la salle ici, là, qui lui, c'est pas avec sa caméra, mais c'est avec son appareil photo, couvre un tas de festivals et d'événements depuis des années et des années, et qui garde ça sur son site, qu'il tient à jour tout seul, qu'il met en ligne tout seul, etc., et qui est aussi une mine incroyable. Voilà. D'où l'importance de se voir aujourd'hui, parce que c'est vrai que ces liens, ils doivent se faire, parce que à un moment donné, tout ça risque de disparaître. On le voit bien avec l'avancée des technologies, et puis le fourmillement de lieux, d'objets qui est appelé à disparaître. Hein. L'entropie, elle est gigantesque. Cyril, tu avais une question à poser. Viens. On va prendre le micro sur le plateau. En fait, on prend le micro parce qu'on est filmé et du coup, ça permet de garder, puisqu'on est là sur la conservation des traces, de garder ce qui s'est dit aujourd'hui. Une conservation, donc. Alors, je m'appelle Cyril et je voulais juste parler de la bibliothèque Armand Gatti qui se trouve à la Seyne-sur-Mer, qui est un travail qui a été fait par Georges Perpès et Françoise Trompette, la compagnie Orphéon Théâtre Intérieur, une compagnie de théâtre de rue, qui donc gère, maintenant Georges tout seul, gère cette bibliothèque Armand Gatti avec un fonds absolument incroyable, que vous devez connaître, je pense, puisque voilà, il accueillait jusqu'à il y a pas longtemps des auteurs en résidence, auteurs art de la rue ou pas, mais j'ai l'impression que c'est la fin de cette chose-là, n'est-ce pas Marido ? Voilà, je pense que c'est la DRAC qui a retiré cette façon d'accueillir. Voilà. On ne pourra plus accueillir d'auteurs à partir de maintenant. Art de la rue. Il est dans le PACA. Ouais. Voilà.
Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs bibliothèques de son ressort sur le territoire. Donc il y a aussi peut-être c'est bien aussi peut-être qu'on puisse nous aussi, quand on consulte aussi bien la BNF qu'Arsena, pouvoir avoir accès à ces bibliothèques qui sont disséminées sur le territoire. Oui, donc c'est bien d'alerter Georges notamment, voilà, et de faire le lien, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas laisser échapper des trésors. Moi, j'y suis allé à l'époque où il était à Cuers, avant qu'il se fasse virer Manu Militari, déjà à l'époque. C'est vrai que c'est un trésor. Alors, le signalement de ces fonds est très important parce que selon leur nature, on voit bien qu'on est plusieurs acteurs potentiels et on peut déterminer quel sera le plus pertinent pour intervenir et essayer, encore une fois, notre objectif c'est de faciliter l'accès à la ressource, c'est-à-dire de la faire partager au plus grand nombre. Et ça, c'est en tout cas pour Arsena, c'est vraiment une mission centrale. Elle diffère un petit peu évidemment de la mission de la BNF, et donc on sera toujours très sensible à tout ce qui vient enrichir la connaissance des arts de la rue pour les uns les autres. Et c'est vrai que sur beaucoup de spectacles, on manque cruellement de visuels qui certainement existent. Mais voilà, on les a pas. Encore une fois, on est face à un paysage qui est extrêmement éclaté. Et c'est tout le travail de fourmi qu'il nous faut entreprendre pour essayer de reconstituer ce puzzle en valorisant évidemment le travail et l'apport de chacun, mais pour que ça puisse être plus facilement accessible pour l'internaute que de passer par le moteur de recherche Google qui va donner tout et n'importe quoi. Parce qu'encore une fois, notre préoccupation, c'est la ressource qualifiée, c'est-à-dire une ressource qui a du sens, qui est pertinente, et non pas un vaste paquet dans lequel il va falloir chercher la petite aiguille au milieu de la meule de foin. Voilà. Avant que Dominique vienne nous parler de... Est-ce qu'il y a des questions à poser à Cécile et Lise sur le travail de la BNF? On a pour être dans le vif du sujet. Jean-Michel. Une question d'ordre technique, donc je suis auteur-photographe. Vous avez parlé de dons tout à l'heure, et je connais bien Joël. C'est pas tout à fait l'écho qui m'a apporté. Joël, c'est pas un don. D'accord. Alors, tiens, prends le micro alors. Oui, donc, photographe. Non, en fait, Joël Verhofstadt, il ne s'agit pas du tout d'un don, il s'agit d'acquisition onéreuse. Hein. Ça faisait partie, en fait, des commandes qui étaient faites ou des photographies qui étaient achetées régulièrement. Et en fait, si j'ai montré les photographies de Joël Verhofstadt, c'était juste pour illustrer le fait que ce sont les premières photographies numériques natives qui sont entrées dans la filière l'année passée, mais pas de confusion là-dessus. Hein. Et donc, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un appel à candidature, un appel d'offres puisque là, en fait, c'est un travail qui est rémunéré. Donc, pour l'avenir, par exemple, comment ça peut se passer? Alors, oui, par le passé, le département, mais moi je suis dans le département que depuis 2 ans, mais par le passé, le département commandait des reportages. Cela a été abandonné. Ce qui se fait maintenant, en fait, c'est plutôt des acquisitions, on va dire, de fonds d'atelier, c'est-à-dire que les photographes de spectacle arrivent au moment de la retraite et contactent la BNF, donc... Ça viendra. C'est trop tôt pour toi. Et là, nous avons parlé essentiellement de fonds d'archives, donc c'est un sujet différent. Et nous avons un service qui s'occupe des fonds d'archives, mais nous avons un autre service qui s'occupe de l'iconographie en particulier. Et donc, il y a au sein de ce service une chargée des collections iconographiques et photographiques. Et donc, c'est avec cette personne-là qu'il y a une négociation. Hein, et il y a une discussion, en effet, sur le volume et puis sur le prix qui peut être mis en correspondance avec cela. Et donc, il n'y a plus de commande de reportage, mais plutôt... donc, voilà, il suffit d'entrer en contact. On avait mis nos adresses mail sur la dernière slide, mais on a une adresse générique pour le département. C'est art-spectacle @bnf.fr, et donc derrière cette adresse mail il y a quelqu'un qui la relève naturellement, et c'est le directeur ou bien le chargé de cette collection iconographique et photographique qui prend contact à ce moment-là avec vous.
D'autres questions, d'autres choses à dire? Alors juste, moi je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entrées art de la rue là actuellement à la BNF? Qu'est-ce que vous possédez? Alors, juste... C'était bien d'avoir fait un appel sur les 30 dernières années parce que nous, ce que nous avons, alors on a des choses néanmoins contemporaines puisqu'on a des personnes comme Dominique Oudard qui ont donné des choses. On a également Pierre-Alain Hubert qui a donné des choses. Et puis on a ce qu'on a sinon, ce sont des grands pionniers et plutôt des pointillés. C'est-à-dire qu'on a par exemple des fonds de photographie du Living Theater et des coupures de presse notamment liées à l'apparition du Living Theater au Festival d'Avignon de 68. Après, on va avoir des fonds comme celui de Pierre Robinon, qui est à l'origine de plusieurs cirques. Alors, c'est le cirque, mais le cirque et les arts de la rue ont souvent partie liée. On a également le fonds Peter Bu qui s'est occupé de mime, de cirque, d'art de la rue, des choses comme ça. Moi aussi, j'ai mon anti-sèche. Non, mais c'est bien, c'est mieux. On va trouver aussi, alors bien sûr, le fonds Michel Crespin, on l'a mentionné tout à l'heure, est entré dernièrement le fonds du festival Paris Quartier d'été. Alors c'est un festival qui a donné une grande place aux arts de la rue, donc c'est intéressant, et notamment des documents audiovisuels inédits. Oui, quand je mentionnais les documents audiovisuels, je dois dire que nos documents audiovisuels, on en a 25 000, tout domaine confondu, et ils sont à 96% inédits. Donc c'est vraiment des choses qu'on peut consulter nulle part ailleurs. Donc les documents vidéo et sonores qu'on a dans ces fonds-là sont vraiment intéressants à consulter. On a également le fonds Denis Guénoun, on l'a dit, Oudard Ruclin, Pierre-Alain Hubert, le Théâtre du Soleil. Alors parce que le Théâtre du Soleil, c'est quand même un marqueur. Dans le livre de Floriane Gabert, elle note que le Théâtre du Soleil a fait partie de ces compagnies qui sont allées jouer devant les usines à un moment où le théâtre se renouvelait, et c'est aussi une compagnie qui a interrogé le rapport au public et la façon de jouer autrement. Donc voilà, on a des choses comme ça, et puis on aura peut-être d'autres choses. Arsena m'a glissé, Gwenaëlle m'a glissé tout à l'heure une piste qui peut être une bonne nouvelle, mais on a au fond quelques petites choses, mais peu de choses encore, et c'est vrai qu'on aimerait maintenant, on pense à ces CNAR qui sont souvent bâtis autour d'une compagnie historique qui peut avoir 30 ans, 20 ans, des gens qui passent la main, à la fois des créateurs de compagnie et des directeurs de CNAREP qui passent la main, et on se dit que ce serait formidable de ne pas passer à côté de ces fonds d'archives. Il y a des grandes personnalités comme Marcel Fredfond qui nous a quittés récemment, et qui est pareil, qui est une éminente personne et quelqu'un de très important pour les arts de la rue. Et donc, nous, on sera ravis de travailler avec les donateurs ou les ayants droit, les descendants, pour valoriser, constituer le matériel et pouvoir écrire une histoire des arts de la rue, qui est en partie écrite, mais on peut continuer de l'étudier. Tout à fait. Et puis peut-être que quelqu'un écrira ce grand livre des arts de la rue que Michel Crespin avait en tête. Oui. Gwenola ? Oui, puisque la question a été posée concernant les dons, c'est vrai qu'Arsena, évidemment, ne fonctionne qu'à partir de dons, mais l'ensemble des archives dont nous disposons, en tout cas, est accessible sur place à tout le monde. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une carte ou d'être chercheur pour visionner, puisque on s'adresse davantage aux professionnels et aux artistes pour qu'ils puissent visionner telle ou telle captation s'ils en ont besoin. Donc, on n'a pas encore... cette façon d'enrichir les fonds. Je vais poser la même question à Corinne, justement sur la bibliothèque de la SACD, l'étagère art de la rue. Alors, est-ce qu'on a... En fait, elle est assez pauvre, il faut reconnaître. D'une part, justement, j'ai oublié de préciser que au moment où les arts de la rue et le cirque ont fait leur entrée au répertoire de la SACD, les arts de la rue, justement, hors les murs, naissaient. Et donc, on reste quand même une petite institution par rapport, évidemment, à Arsena et à la BNF.
Et on a, sans en avoir les moyens techniques, puisqu'on est on a une toute petite équipe, mais notre spécificité, alors là je ne réponds pas directement à ta question en volume, et peut-être que pour les arts de la rue, en plus particulier, parce que là il y a beaucoup de visuels, effectivement, toutes les problématiques du numérique, du passage, trouver les instruments de lecture. La BNF ne peut pas, la bibliothèque de la SACD n'a pas les moyens évidemment de suivre financièrement l'effectif, on ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'on va continuer à garder essentiellement du support papier, parce que là on a une facilité de lecture, on n'a pas besoin d'instruments. La conservation du papier reste plus facile. Mais par rapport aux institutions que sont la BNF, on a une excuse-nous, je vais répondre par rapport à la réactivité, par exemple. Un texte est donné à la bibliothèque aujourd'hui. Il va être catalogué demain ou après-demain, enfin sauf en ce moment parce qu'il y a des déménagements. Et grâce à notre accès à la base de données de la SACD, si un comédien a besoin dès le lendemain du texte, dans la semaine, on a l'autorisation de jouer. Et c'est vrai que les délais sont un peu plus longs pour vos institutions, en tout cas pour les copies. Et nous, on a une réactivité très rapide, en fait. Donc, dans le cadre de textes qui sont donnés ponctuellement et qui peuvent être repris, alors effectivement, pour les arts de la rue, on est peut-être moins dans cette... même si ça existe, on a cette réactivité. Voilà. On est moins, effectivement, sur... vraiment, en vous écoutant parler, je me disais, c'est vrai que la bibliothèque, elle a été créée pour les auteurs au XIXe siècle, donner la possibilité aux auteurs qui n'avaient pas la capacité d'avoir chez eux une bibliothèque, pour continuer à leur donner un accès au savoir et garder une trace de leur activité en tant que membre de la SACD. Cette trace continue à exister, elle doit continuer, la bibliothèque doit continuer à vivre grâce à ces dons ponctuels des textes, des dossiers de presse. Alors les dossiers de presse sont de moins en moins papier, sont de plus en plus dématérialisés, et c'est vrai que la bibliothèque, honnêtement, on ne va pas pouvoir suivre cette conservation. Par contre, il y a encore beaucoup de papier et on peut conserver du papier. Et toujours pareil, on a cette accessibilité, il n'y a pas besoin d'instruments pour lire du papier. Voilà. Alors, est-ce qu'à la bibliothèque de la SACD, nous avons Retour d'Ulysse, 1789, Jaurès, les éditions de notre temps? Est-ce que c'est dans les rayons? Il y a effectivement des partenariats qui ont été créés, qui existent avec l'Action culturelle. Donc, la société donne une subvention aux éditeurs, et à ce moment-là, on a un exemplaire ou 2 exemplaires qui arrivent à la bibliothèque. Donc effectivement, dès qu'il y a ce partenariat, l'éditeur nous envoie un document. En revanche, d'un point de vue général de fonctionnement, on est comme les institutions, on fonctionne au don. C'est-à-dire, il n'y a pas de budget d'acquisition à la bibliothèque, ou très très peu. Donc, que ça soit un ouvrage édité ou un manuscrit, il faut que l'auteur nous donne, fasse la démarche de nous envoyer un exemplaire de son ouvrage. Alors, oui, donc on l'a à la bibliothèque. Une question, Cyril? Voilà. Non, je donc, je pense à la première rencontre qu'il y avait eu sur Ah bah voilà, donc on l'a à la bibliothèque, donc il n'y a pas de souci, parce que de tête, je me souviens plus. Voilà, donc on est passé par le don. Voilà. C'est vrai qu'en fait, on parlait tout à l'heure de collecte participative, mais c'est vrai que si, c'est pour ça que c'est important de se le dire et se leur dire, si nous, auteurs, autrices, on ne fait pas ce travail de conservation, alors on peut le faire chez nous dans nos étagères, mais ça va rester chez nous dans nos étagères. Si à un moment donné, on ne fait pas la démarche d'aller trouver effectivement les structures, les institutions qui ont les outils, qui ont
les moyens, qui ont le savoir de l'archivage, etc., c'est vrai que de toute façon, ça va finir... Et ça nous ferait de la place, et ça ne serait pas perdu, surtout, parce qu'on sait bien ce que c'est. À chaque compagnie, dès qu'un spectacle est fini, qu'il y en a un autre qui arrive, on se dit, bon, là, le décor, va falloir le foutre à la poubelle, parce qu'on va falloir ranger le nouveau. Et c'est pareil pour les costumes, et c'est pareil pour les accessoires, et c'est pareil pour tout le tout-team. Voilà, et les mètres carrés ne sont pas extensibles. À un moment donné, ici, il y a moyen de conserver, de numériser et de rendre consultable toutes ces choses-là. Est-ce qu'avant que Dominique, je vais te laisser, tu vas monter sur le plateau d'ailleurs pour prendre la parole. Voilà. Et est-ce qu'il y a une question? Je voulais avoir une précision. En fait, c'est-à-dire que quand même la SACD ne collecte ou ne reçoit donc que des œuvres qui sont déposées. C'est pas donc la même chose. Déclaré, pas déposé, déclaré. Alors que Arsena peut collecter ou être amené à recevoir la totalité du parcours d'un artiste, d'une compagnie, ce qui est quand même différent. La SACD ne collecte pas toutes les pièces de tel artiste parce qu'elle a une pièce déclarée à la SACD. C'est-à-dire que on prend de manière effectivement systématique, si l'auteur nous le donne, le texte, quand il a été représenté et déclaré. Par contre, ça nous arrive que lors d'un don de toutes les archives d'un auteur, dans ce fonds, il y ait des projets qui n'ont pas abouti, et on les garde bien entendu. Ça fait partie, absolument, dans ce cadre-là, on les garde. Mais on ne prend pas, par exemple, quelqu'un qui aurait écrit un texte et qui qui en a fait un dépôt et depuis il n'a pas été représenté, on ne le prend pas. Voilà. C'est vrai que c'est des nuances un peu compliquées, mais c'est une histoire vraiment purement de droit d'auteur. Puisqu'on fait des photocopies, il faut qu'on puisse avoir d'abord les coordonnées de l'auteur pour lui faire des photocopies, pour avoir l'autorisation de photocopie. Voilà, c'est dans ce cas. Pour la SACD, mais du coup, quand vous parliez des questions là pour Arsena, il y a la confusion. Est-ce que don veut dire livre de droit, pas la consultation? Qu'est-ce que deviennent les œuvres si quelqu'un demande à être diffusé, etc. Est-ce qu'en passant par nous, il y a toujours après demande d'accord à l'auteur? De toute façon, on ne met pas en ligne alors, ça dépend de la nature des documents. Hein. Les documents qui ont une vocation publique, on peut les mettre en ligne par extension. Par exemple, un dossier de communication, on peut le mettre en ligne puisque par vocation, c'est destiné à être publié. En revanche, pour tout ce qui est des photos et des vidéos, évidemment qu'il faut le droit des auteurs et nous mettons aussi des protections pour que ces photos ne soient pas piratées. C'est-à-dire que vraiment, nous, on est dans une mission d'information. Si les gens veulent les utiliser à des fins d'illustration d'ouvrages, d'articles, etc., il faut qu'ils contactent les photographes et les vidéos. Et même au centre de ressources, on a des vidéos aussi qui ont été achetées spécifiquement, donc avec les droits attachés à la diffusion. Donc ça, c'est des achats. On a une politique d'acquisition. De la même façon, on a une politique d'acquisition d'ouvrages, principalement sur les ouvrages de littérature dramatique, puisque on peut aller à Arsena pour découvrir des textes qui sont publiés, d'autres qui ne sont pas publiés. Mais donc nous avons de petits budgets d'acquisition sur ces vidéos, mais c'est uniquement pour la consultation sur place. Hein. Ce qu'on va mettre en ligne, dans la mesure où c'est vraiment dans cette mission d'information, c'est vrai qu'on a malheureusement pas de budget d'acquisition pour le faire. Le fonds photo a été quand même largement aussi enrichi à travers les publications que réalisait Hors les murs. La conjoncture étant ce qu'elle est, c'est-à-dire que malheureusement ces revues coûtant extrêmement cher, on ne peut plus les mener par rapport
par rapport à l'audience qu'elle avait. C'est vrai qu'on a aujourd'hui beaucoup plus misé sur le numérique, donc on a des gros investissements à consentir dans ce domaine. Donc cette source d'enrichissement du fonds photo qui était faite, qui était liée aux publications papier, va un petit peu se tarir. Donc voilà, il faut qu'on voit comment on va essayer de poursuivre. Bien, Dominique, bienvenue. Tu as fait un don, toi, à la BNF. Donc voilà, ça c'est un exemple concret. Voilà, on va t'écouter. J'ai fait un don un peu fortuitement. C'est-à-dire que vous savez plus ou moins que je fais essentiellement de la marionnette, dedans ou dehors. Et lorsque le ministère de la Culture a trouvé quelque argent pour faire la numérisation des marionnettes, ils ont choisi quelques compagnies qui pouvaient recevoir un petit budget éventuellement, mais qui étaient priées de numériser leurs fonds. Numériser, c'est un travail énorme pour une compagnie. Et lors des réunions avec différents organismes, dont la BNF, lorsque j'ai dit que je ferais volontiers don de toutes mes marionnettes, j'ai vu Cécile Obligy ouvrir des grands yeux et ouvrir les bras. Donc voilà, ça s'est passé très simplement par paresse. Paresse et faute de moyens aussi, parce que c'est cher la numérisation. Alors ça s'est passé, comme vous l'avez raconté, il y a eu d'abord un aller voir, c'est ça ? Ensuite, elle a récupéré. Alors c'était extraordinaire l'aller voir d'ailleurs. Fallait voir Cécile Obligy au milieu de toutes ces marionnettes. Dieu sait si on en a, puisque la compagnie a 53 ans d'existence. Et donc voilà. Alors elle a dit je prends tout ou presque tout. Il a fallu d'ailleurs la calmer un petit peu au début. Et puis ensuite c'est elle qui m'a calmé parce que je voulais lui donner vraiment tout, y compris les décors. Et ça, elle n'en voulait pas. Donc on a brûlé les décors. Voilà, alors, bon, c'est un moment à la fois déchirant de quitter ces objets et un moment formidable parce que ça va passer à la postérité d'une façon extraordinaire. Et même quelquefois un peu risible. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Je ne vais pas abuser du temps parce qu'à 6 heures, on doit aller boire un coup. Alors, bon... Ben oui, mais buvez. J'avais monté un Don Juan avec des marionnettes sur table, bon. Et la récitante, Jeanne Klein, utilisait des fourchettes à fondu pour faire les ferraillements des combattants au moment où les frères d'Elvire arrivent. Ça faisait partie du lot, c'est parti. Bon. Or, il faut que vous sachiez qu'après la désinfection des marionnettes, elles sont installées dans des boîtes thermoformées, donc exactement à la dimension des marionnettes, et en ouvrant une des boîtes de Don Juan, au moment où on a fait des photos, j'ai vu que les fourchettes à fondu avaient leur petite rigole pour être bien conservées. Ça m'a à la fois beaucoup amusé, et ça montre à quel point il y a un perfectionnisme à la BNF. Voilà. Alors, il y a eu cette étape, et puis il y a eu l'étape de la numérisation. Alors, moi, c'est un travail extraordinaire qui a été fait avec Cécile Obligy. Chaque marionnette a été photographiée 8 fois, sous 8 angles différents. Ce qui fait qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut en faire le tour très aisément. Et c'est finalement la trace la meilleure qu'on puisse laisser. Bon, naturellement, il y a des inconvénients au don. C'est que tout d'un coup, ça ne nous appartient plus. Et lorsque François Lazaro m'a demandé de reprendre pour une conférence un extrait de ce fameux Don Juan, ça a été déchirant, mais heureusement Joël Hudevol est un homme très ouvert et on a pu sortir quelques marionnettes, mais avec les précautions d'usage.
Et elles ont dû être ensuite renettoyées sérieusement parce qu'on les avait polluées. Il faut que vous sachiez que lorsqu'on prenait les photos, puisqu'on a participé à des séances photos, nous ne pouvions toucher nos marionnettes qu'avec des gants blancs. Alors ça nous créait une distance qui faisait qu'on était déjà un peu loin de ces marionnettes. Voilà, à part ça. Alors, je peux vous dire que le moment du choix de la BNF, pour moi, il s'est presque imposé parce que depuis Cécile Giteau, depuis une éternité, si je puis dire, depuis l'Arsenal, je faisais don de tous nos papiers à la BNF. Mais il se trouve que dans le domaine qui est le mien, il y a beaucoup d'autres organismes. Et ça, c'est un gros problème. Il n'y a pas que il y avait Hors les Murs, mais j'ai jamais rien donné à Hors les Murs d'ailleurs. Mais il y a aussi l'Institut international de la marionnette qui réclame des choses. Et il y a aussi le musée Gadagne à Lyon qui réclame des choses et qui en a un peu. Enfin bref, on ne peut pas donner partout, hein. C'est comme pour l'humanitaire. Donc, moralité, bon, c'est la BNF qui s'est présentée là. Pardon. Grâce à la numérisation. On a pu partager ces images avec l'Institut international de la marionnette, puisque la BNF et l'Institut international de la marionnette ont alimenté ensemble le portail des arts de la marionnette. Donc vous avez donné aux deux. Mais ayant été administrateur dans cette bonne maison, je sais. J'étais un peu triste de ne rien donner à la bibliothèque de la SACD. J'ai donné un texte, mais c'est tout. Enfin, ça n'a pas été beaucoup plus loin. Et ça m'a semblé un peu anormal sur le plan de l'idéologie. On fait partie d'une maison, on se doit de donner des textes. Mais donner un peu partout, c'est de l'éparpillement. Alors, moi, j'attends avec impatience ce pôle central qui va permettre à des chercheurs, parce qu'il s'agit surtout des chercheurs, d'aller droit au but de leur recherche et de retrouver ce qu'ils ont besoin de trouver. Voilà, je ne veux pas m'éterniser parce que je pourrais en parler pendant des heures. Bien, merci. Merci Dominique de cet exemple. Et là, par exemple, pour la marionnette, c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où donner. Nous, aux Arts de la Rue, on est peinards. Il n'y a pas d'endroit là. Pour l'instant, il y a effectivement 3 centres de ressources avec des missions bien différentes. C'est vrai qu'à la bibliothèque, on peut conserver tout ce qui est textuel, même si c'est musical, chorégraphique, mise en scène, et qui permettront effectivement à d'autres auteurs, autrices de s'emparer de ces créations pour les reproduire. Et après, tout ce qui est la trace, c'est-à-dire vraiment notre histoire, notre aventure qui dure depuis 40 ans bientôt. Il y a effectivement Arsena pour une partie et la BNF aussi, qui est grande ouverte pour remplir son étagère Art de la Rue. Et là, que ce soit du visuel, du programme, de l'affiche, du décor, du costume, de tout ce qu'on n'a pas envie de brûler ou voir disparaître. Voilà. Donc c'est vrai que cette journée elle était organisée aussi pour ça, parce que là, je tire un petit peu un signal d'alarme. C'est vrai que moi aussi, ça fait 3 ans là, que je suis dans la maison, que du coup, je me suis dit, tiens, on a un répertoire Art de la Rue, ouais, c'est bien, on est à la SACD, une maison qui existe depuis 1777, il y a une bibliothèque, et puis en fouillant, en grattant un petit peu, on se dit, ouais, bah, c'est bien, mais on est toujours dans l'éphémère, et on est toujours dans le grappillage, c'est-à-dire aller chercher tout seul sur Internet, le site de Jean-Michel Coubard, celui de Zoom la Rue, etc., et qu'en fait, il n'y a rien, ou aller au 231 qui maintenant a mis en ligne aussi toutes ces vidéos, etc. Mais on n'a rien qui peut centraliser et rendre compte du travail qui a été fait, parce que c'est un travail commun qu'on a fait malgré tout depuis 40 ans. Je veux dire, les festivals, ils se sont pas créés tout seuls. Ça a été des volontés d'artistes, des volontés d'acteurs, de passeurs issus de l'éducation populaire. Et cette histoire, elle s'est écrite de façon commune, je crois. Et on le voit bien. Les compagnies se connaissent, les auteurs se connaissent, les knarrs certains knarrs effectivement sont issus de compagnies de théâtre. Là, il y a une représentante, je crois, de la compagnie Opposito ici, voilà, qui est en Île-de-France, qui d'ailleurs réfléchit à cela. Non, si tu peux nous en dire 2 mots un petit peu là, parce que c'est intéressant aussi votre démarche. Alors vous allez vous parler de quoi ?
Allez, dites-nous le secret. Tiens, t'as le micro. C'est on peut, hein. Voilà. Et Jean-Pierre qui aura quelque chose à dire. En 2 mots. Non, on doit effectivement se parler avec la compagnie Opposito. Alors, je me suis permis de signaler notre rendez-vous à Cécile parce qu'effectivement, dans ces cas-là, encore une fois, faisons jouer les complémentarités. C'est ce qui nous semble le plus judicieux. Et donc, on espère bien pouvoir répondre à cette demande, enfin à ce questionnement sur les archives de la compagnie Opposito, qui a quand même été marquante, enfin qui est très marquante dans le paysage des arts de la rue. Donc c'est important qu'on puisse témoigner de cette aventure-là. Bravo. Jean-Pierre ? Oui, moi je voulais simplement parler en tant que passeur de l'éducation populaire qui a créé un festival en 78, en même temps en sachant que depuis ce temps-là, j'ai conservé à Amiens la totalité des traces des compagnies qui sont passées à Amiens depuis 40 ans. Donc il y a un dossier par année avec l'affiche, les photos, les textes, les contrats. Tout est conservé minusieusement à Amiens sur cette question. Donc voilà, non mais voilà. Et c'est où actuellement ? C'est dans un grenier Non, c'est dans un centre de documentation. Ah, d'accord. Cher ami, que tu n'as pas eu le temps de visiter quand tu es venu à Amiens parce que tu viens toujours très vite. On n'a pas eu le temps de te faire visiter ça, mais ça existe. C'est un centre de documentation et il y a Chloé qui est ici, qui est une doctorante avec la fac d'art d'Amiens, puisque vous savez, on a l'avantage à Amiens d'avoir une faculté des arts et la fac de sociaux. On travaille avec eux pour justement valoriser ce fonds documentaire sur les arts de la rue. Et alors, je ne sais pas comment on fera le lien après avec Arsena, parce que même moi, en tant que président d'Arsena, j'en sais rien comment ça se passe. C'est pour ça que je suis venu là, pour avoir des informations sur ce qui était possible de faire. Et puis en même temps, donc j'ai vu qu'il y avait Pierre-Alain Hubert qui avait donné des fonds ici à la bibliothèque, à la BNF. Il m'a appelé aussi pour que, avec Michel Crespin, qui était quand à l'époque, il était encore avec nous, on est allé voir ce qui restait de chez Pierre-Alain Hubert que vous n'aviez pas pris, et on les a ramenés à Amiens parce qu'ils devaient quitter un lieu qui était comme un appartement qu'on doit quitter rapidement, et donc c'est une partie de cette documentation. Donc on a à la fois des documents qui nous ont été donnés, et puis en même temps un travail qu'on a fait nous-mêmes sur place pendant ces 40 années d'art de la rue à Amiens sur le fonds documentaire. Voilà. Et Chloé passe un doctorat aujourd'hui, elle est chargée de ce centre de documentation, et elle fait un travail sur les traces préalables aux créations. Voilà. Donc c'est aussi un travail qui pourra éventuellement se faire en combinaison avec la BNF, Arsena et puis et les autres centres de doc. Voilà. D'accord, merci, c'est super. Comme quoi, vous voyez, que je dis les fourmis, c'est vrai que tout le territoire est parsemé d'archives, de choses super importantes, d'une véritable histoire qui a 78, c'était il y a 40 ans, ça fera 40 ans l'année prochaine, c'est à peu près grosso modo ça, où on est au niveau des arts de la rue. 73, je crois, ex-Ville Ouverte, c'est ça. Voilà, à partir de là, tu parlais, c'est vrai que tout à l'heure on parlait du... Ouais, on parlait du Living Theatre, 68, on pourrait parler de Bread and Puppet, on pourrait parler voilà, la rue a toujours existé, quoi. Mais ce moment de nouvelle création, de résurgence, voilà, on peut le situer une quarantaine d'années. C'est pour ça qu'on arrive vraiment à cette période charnière là, où tout grosso modo peut basculer. C'est vrai qu'on peut perdre énormément de choses, comme on peut arriver à le refaire, le remettre en avant, et surtout ne pas perdre ce qui existe maintenant avec tous les outils numériques qu'on a. Alors moi je suis pas venu les mains vides, du coup, voilà, non, parce que je me suis dit, c'est pareil, faut montrer l'exemple, mais du coup je sais pas trop quoi faire. Tiens, je vais te laisser le micro, je vais vite parce que je suis venu avec, des dons. Des dons. Mais non. Un sac. Des dons, voilà. Ça c'est des pièces, on les joue très rarement. Donc je pense que l'écriture est finie, c'est les textes des pièces. Donc c'est plutôt pour la bibliothèque de la SACD. Voilà. La Bête est misérable. Voilà, c'est une partie de notre trilogie foraine. On le joue encore cette année, je vous rassure. Je crois qu'on va avoir 2 dates de la Bête et 2 dates de misérable. Donc, moi je serais venu. Donc pour ceux qui veulent voir les traces de la Bête et misérable. Et ça, par contre, j'ai pas le texte parce que c'est toujours un work in progress.
le film du dimanche soir, voilà, donc c'est ce que c'est à chaque fois qu'on joue, ça réécrit, donc mais par contre j'ai le film, mais du coup je sais pas le film où il va. Un exemplaire chacun. Bah oui, c'est pas le même. Voilà. Ah c'est le même. On en fera bon usage. Alors par contre, par contre, comment? Oui, on garde les DVD quand ils sont effectivement. Non, mais en fait là, c'est très intéressant parce que on voit que c'est un document de travail et qu'il est destiné exclusivement à la compagnie parce qu'il n'y a pas de titre ni d'auteur. Si, accueil du public, voilà. Donc, petit mot à chacun, rangement des accessoires, voilà. Petite chauffe d'usage. Voilà, donc en fait, ce qui est bien quand vous faites, vous donnez le texte qui n'a pas été édité, c'est d'ajouter, s'il n'est pas, puisque là c'est typique, c'est vraiment le document de travail, d'ajouter, puisque ce sera référencé dans notre catalogue, le titre, les auteurs, éventuellement la date et le lieu de première représentation, les comédiens, enfin pas les comédiens, en tout cas les personnages, pour que ça soit... une source d'inspiration quand même, voilà. Maurice Béjart, mon grand-père bien connu. Il y a quelques traces quand même. Donc tu feras une page de titre. Ouais, bah écoute, je les récupère. Je les garde. Bon, sincèrement, c'est pas grand-chose à faire, à rajouter en fait. Voilà. Donc si vous avez des textes, des notes, même des archives de mise en scène, comme tu as déjà donné, Marguerite. Exactement, voilà, donner et dessiner. Est-ce qu'il y aurait intérêt, parce qu'à chaque fois qu'on joue, je refais le déroulé. Est-ce qu'il y aurait intérêt que je vous redonne à chaque fois les bandes du déroulé, parce que c'est des dessins nouveaux ça peut être effectivement ponctuellement de donner, bien sûr. Oui, tout à fait. On change de mise en scène, en fait. Ah bah écoutez, ça peut être effectivement une... Du spectacle, ton nom, le lieu, le nom des Oui. interprètes. Oui. Bah, effectivement, ça peut être une manière de procéder. Parce que là, le travail change à chaque fois. Et voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Donc effectivement, on a parlé beaucoup du texte pour reprise, mais si effectivement vous faites des dessins ou pour la chorégraphie, vous avez des notations, on peut effectivement le prendre aussi. Voilà. On ne se limite pas simplement au verbe. Ça peut être aussi effectivement les notes graphiques. Voilà. Et cela dit, cette réunion, c'est vrai que cette réunion est une étape de travail. Voilà, on va continuer effectivement, parce que Arsena est vous l'avez compris, en refonte totale, etc. La BNF est toujours grande ouverte et c'est vrai que dès qu'on a pu se contacter, il y a eu, je crois, une envie de se voir. La bibliothèque est en complète restructuration ici aussi. Et par contre, les arts de la rue à la SACD, ça fait 12 ans que les arts de la rue qu'il y a un administrateur arts de la rue, mais que ce sont un répertoire qui est bien implanté, qui est reconnu, et je crois qu'il y a vraiment aussi une envie de travailler de cette façon-là, aussi sur ce répertoire et sur les traces de ce répertoire. Voilà. Donc il n'y a aucun problème pour arriver à la bibliothèque et continuer à faire tout le travail qu'on fait, dont on pourra reparler, qui est aussi tout le travail d'action culturelle via la SACD, via les festivals, que ce soit Auteur d'Espace, Écrire pour la rue, etc. Tout ce qui est mis en œuvre pour les auteurs, autrices, spécialistes du répertoire dans l'espace public. Et justement, quand on parlait de ces traces-là, tout ce qui est dossier, etc., qui rend compte aussi, parce que ça, c'est des spectacles qui sont peut-être jamais montés. Par contre, effectivement, il y a des dossiers qui sont déposés sur Écrire pour la rue, qui ne se feront jamais, mais c'est aussi des traces de ce qui, à une époque, effectivement, se place dans l'air du temps. C'est vrai que pour assister aux commissions, il est étonnant de voir chaque année sur les dossiers Écrire pour la rue vraiment soit des lignes artistiques qui se dessinent, soit des thèmes qu'on retrouve systématiquement. Voilà. Et ça décrit vraiment des périodes de notre histoire, de nos problématiques
d'auteurs et d'autrices. Voilà. Même sur des spectacles qui ne verront jamais le jour. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Merci surtout... Là, une dernière information en tant que président d'Arsena. Oui. Je ne sais pas, peut-être que Gwenaëlle complétera ce que je vais dire. Mais sur ce que tu viens de dire, je crois qu'il est important de rappeler qu'il y a une commission d'aide à la création qui dépend d'Arsena. Et à l'intérieur de cette commission, il a été décidé... à la création d'Arsena, que les arts de la rue et le cirque pouvaient déposer maintenant des demandes d'aide auprès de cette commission. Voilà. Donc, je voulais quand même le rappeler parce qu'il faut qu'on y travaille et que demain matin pour cette année ou l'année prochaine. En fait, c'est pour être plus précise, effectivement, c'est déjà en place. Hein. C'est un peu faute d'information que nous n'avons pas plus de propositions art de la rue, puisque cette commission existe depuis plus de 10 ans. Et il y a trois catégories. Une catégorie texte dramatique, donc ce sont des œuvres qui nous sont envoyées, qui sont considérées comme des objets finis. Il y a ce qu'on appelle les dramaturgies plurielles, hein, c'est-à-dire des propositions de spectacle qui soit vont travailler à l'élaboration du spectacle à partir de matériaux très hétérogènes, hein, donc ça peut être de la musique, des images, des interviews, des éléments plastiques, des photos, etc. Et on est dans un processus d'écriture qui va se faire, on va dire, au plateau. Ça peut être aussi des dramaturgies qui comportent la participation du public, par exemple, et donc du coup cette interaction qui est très importante dans les arts de la rue peut tout à fait trouver sa place dans de telles propositions artistiques. Dans la première aussi, les arts de la rue ont toute leur pertinence. Il y a des textes qui sont écrits pour la rue et qui peuvent tout à fait déposer dans le cadre de l'aide à la création dramatique. Et puis, il y a une catégorie qui concerne les traductions de textes étrangers en langue française. Et cette aide se répartit en 2 parties. La première est constituée d'une aide forfaitaire qui est donnée à l'auteur, et la seconde est une aide à la production qui est donnée à une compagnie indépendante qui est désignée par l'auteur pour monter le spectacle. Donc ça, c'est uniquement pour la création, et c'est l'auteur qui désigne en fait la compagnie qui pourrait être bénéficiaire de cette aide à la production. Et il y a un certain nombre de conditions, notamment en termes de nombre de représentations, qui doit être de 20 sur 3 années. Et donc, on encourage tout à fait ceux qui écrivent pour la rue à déposer. Alors, on est dans ce cadre, hein, de textes écrits ou de dramaturgie plurielle. Ce sont les deux qui me semblent les plus adaptés. Il y a 2 sessions par an et toutes les informations sont sur notre site internet. Alors, temporaire, mais néanmoins, elles y sont. Et là, nous allons avoir la session de mai qui va se dérouler. Donc, il fallait envoyer les dossiers au mois de tout début décembre, parce que c'est une commission qui est assez lourde. On a 23 lecteurs, on a 2 tours, dont une plénière de 2 jours. Et pour la prochaine commission qui aura lieu en novembre, les dépôts seront à faire courant mai. Voilà. Et puisqu'on en est au moment d'information, Gwenola, tu as le micro, le 22 mai, je sais qu'il y a quelque chose d'organisé ici aussi. On peut en dire 2 mots ? Alors le 22 mai, nous allons poursuivre notre cycle sur l'émergence et après, sachant que ce qui est ressorti des 2 premières discussions qui ont été consacrées au théâtre et aux arts du cirque, c'est surtout le et après, parce que la question d'émergence, justement, on a essayé un peu de la dépasser. C'est un peu la tarte à la crème qui a animé, agité les débats ces dernières années. Et ce qui nous semblait important, c'est d'essayer de réfléchir sur la consolidation des parcours, l'accompagnement des parcours dans le temps, et aussi on a souhaité le faire par champ disciplinaire, parce qu'il y a des spécificités qui ne sont pas les mêmes pour le théâtre, pour le cirque et pour les arts de la rue sur le plan de la diffusion et de la production, et ça nous semble très important de pouvoir aborder les spécificités, quand bien même il y a évidemment des points communs, et puis essayer d'être
dans une approche très concrète, puisque on n'a pas de leçons, on n'a pas de, de revendications à porter, c'est pas l'endroit, c'est échanger sur nos pratiques à partir d'exemples qui nous semblent intéressants, dire voilà, nous on a fait comme ça, peut-être que ça peut nourrir la réflexion d'autres professionnels pour essayer de rendre ce et après tangible. Et donc ça, c'est le 22 mai, après-midi, ici, hein, d'accord. Sinon, il y a Pierre Berthelot de Générique Vapeur qui a beaucoup travaillé dans la transmission, c'est le moins qu'on puisse dire, qui m'a envoyé une petite contribution par mail que je devais vous lire cet après-midi. Mais mon ordinateur a été phagocyté par le petit PowerPoint. Je n'ai pas pu ouvrir le mail, donc je suis désolé pour Pierre. Donc si vous le voyez, vous lui dites pas « Ouais, Fred, il a zappé ton truc, il l'a même pas lu. Voilà, c'est plus la peine de te donner du mal. » Comme on va faire un compte-rendu de cette petite journée, je ferai part de sa contribution quand même, et puis je la lirai avant quand même, puisque j'ai même pas eu le temps de la lire. Il m'a envoyé ça hier soir, et voilà. Mais pour vous dire qu'il y a de nombreux absents aujourd'hui qui regrettent d'être absents, voilà, et je vous ai cité les noms des personnes qui n'ont pas pu venir. Pour ça, peut-être on n'est pas si nombreux que ça, mais c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de pouvoir continuer à faire ce travail et que petit à petit, l'info, elle circule, de dire qu'effectivement, on a les outils pour récupérer tout notre travail et qu'il faut vraiment s'y atteler maintenant, qu'on ne se retrouve pas dans la situation du fonds Michel Crespin où en fin de compte, la moitié des choses va peut-être pas être utilisable et l'autre moitié a rendu malade, parce qu'il faut le dire quand même, voilà, c'est quand on parle de décontamination, c'est parce que c'est contaminé, c'est-à-dire que les gens, ils ont mis les mains dedans, ils sont ressortis, ils étaient quasi aveugles, donc comment, quoi ? Oui, 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 ça voilà. Donc, oui, non, c'est pas une légende. Donc, tant que vos pièces à conviction de votre travail sont valides et en bon état, apportez-les là où de droit, où elles seront en plus acceptées avec un grand plaisir. Je vous remercie.